Voilà, je vous propose du coup qu'on commence puisqu'on est à 100, donc on est à nouveau à la jauge maximale comme hier. Donc à nouveau, hein, je redis aux derniers arrivants qu'on est vraiment désolé, on pensait pas avoir ce succès à ce point-là. Mais sachez que les deux séquences sont enregistrées, donc avec les témoignages, que la séquence d'aujourd'hui c'est la même que celle d'hier au niveau contenu, évidemment, sauf les témoignages qui seront différents. Mais voilà, vous pourrez avoir accès aux enregistrements qu'on enverra avec tous les supports également, enfin le support et les vidéos qu'on va vous présenter, tout cela, tous ces éléments vous seront envoyés. Donc on va déjà se présenter. Donc bonjour à tous. Je vais commencer. Je suis donc Séverine Bressot du cabinet donc Eureka 21. On pilote le consortium qui accompagne la cellule ATMAC portée par le ministère de l'Agriculture et le réseau national agriculture et ruralité. Donc ATMAC c'est appui technique et méthodologique aux activités de coopération leader. Donc au sein du ministère, c'est coordonné par Anna Lalipus, que vous devez tous connaître, donc qui est la responsable de tout ce qui concerne Leader et la coopération Leader, qui est la souffrante, mais qui est vraiment à l'origine de ces deux webinaires. Hein. Elle voulait vraiment pouvoir lancer et accompagner donc l'égal dans la coopération. Donc elle a mis en place cette cellule ATMAC. Et donc dans ce cadre, eh bien, c'est dans ce cadre qu'on organise et qu'on anime ces deux webinaires coopération, qu'on a également assuré un accompagnement individualisé. On y reviendra en fin de séquence. Et donc je suis accompagnée par ma collègue Isabella Livertou qui est là avec nous. Dans le consortium, il y a également Anne Rioux qui co-anime avec moi hier. Et nous avons également aujourd'hui avec nous quatrième personne de la cellule. Je te laisse la parole Mathilde pour te présenter. Bonjour à toutes et tous, Mathilde Vukovic et de mon côté évidemment très mobilisée aussi sur cette cellule ATMAC d'appui à la coopération leader, mais plus généralement en appui sur les politiques et projets de développement rural leader en particulier et facilitatrice en intelligence collective aussi. Voilà. Donc on est ravis de vous voir aussi nombreux et nombreuses ce matin. Voilà, merci à tous. Alors, quel va être le programme aujourd'hui? Donc, on va rapidement, on peut pas vous donner tous la parole, donc on a prévu un petit quiz qui permet de voir un peu de quelle région de France vous venez, qui vous êtes, est-ce que vous êtes plutôt, quel profil vous êtes. On va commencer par ça. Ensuite, on a prévu quelques slides, mais on n'a pas voulu vous assommer avec 40 slides sur la coopération leader. On va revenir vraiment sur les fondamentaux en quelques slides et on préfère ensuite vraiment avoir une longue session de questions-réponses vraiment par rapport à vos préoccupations, à vos états d'avancement. À nouveau, hier, hein, on a eu aussi bien des débutants que des beaucoup plus expérimentés. Toutes les questions sont possibles. Il y a vraiment, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de questions bêtes ou voilà. Vraiment, aujourd'hui, on est là vraiment pour vous apporter plus d'éclairage possible. Par ailleurs, dans la salle, enfin dans la salle, sur l'écran, vous êtes nombreux à avoir aussi des expériences coopération. Donc, quand il y aura des questions, n'hésitez pas aussi à prendre la parole pour aussi partager votre expérience. Donc, suite à cette présentation sur les fondamentaux, on aura ensuite des témoignages. Donc, il y aura Caroline Macle du Galerie Grand Briançonnais que je remercie et qui présentera donc un projet de coopération interterritoriale. Et on avait normalement un témoignage d'un projet de coopération transnationale, mais les interlocuteurs étaient finalement pas disponibles. Donc, c'est moi qui assurerai la présentation, sachant que j'ai eu la chance de les accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Donc, et on aura également un support vidéo, donc ça sera moins légende. Ça sera pas l'animatrice ni la présidente qui présentera, mais j'espère que ça sera tout aussi vivant. Donc une session questions-réponses et puis on finira par un petit temps pour vous essayer aussi de vous rappeler l'appui que vous pouvez bénéficier, de quel appui à l'échelle européenne, à l'échelle nationale et à l'échelle de vos régions respectives. Voilà un peu le programme. Mais sans plus tarder, qui est autour de l'écran, j'allais dire. Donc là, on vous a préparé trois petites questions. Donc Isabella vous a remis, et je te remercie Isabella, le lien dans le chat. Sinon, vous pouvez également prendre en photo le QR code, pardon, ou alors passer par le site. Et là, vous rentrez le code et normalement, vous aurez accès
au slide. On vous laisse encore quelques minutes et puis après, je laisserai plutôt Isabella partager son écran, Mathilde, pour qu'elle puisse nous montrer les résultats et les questions en direct. Tu nous donnes le feu vert, Isabella, quand on peut le... Bien, il y a déjà des réponses, donc voilà, je Donc peux vas-y, peut-être partager. que tu peux partager, tu peux arrêter de partager ton écran, Mathilde, et C'est laisser bon. la place à Isabella, s'il te plaît. Alors hier, nous avions une surreprésentation du Grand Nord-Ouest. Ah, je vois qu'ils étaient plus disponibles le jeudi que le vendredi. On a déjà 75 répondants. Ah, là, c'est le Sud-Ouest qui est Nouvelle-Aquitaine, Occitanie qui sont bien représentés. Le Grand Est aussi. Alors, je sais qu'au niveau des RUP, c'est vrai c'est plus facile peut-être pour pour la Réunion et Mayotte, sachant que pour les Caraïbes, c'est plutôt en termes d'horaire, ça colle pas vraiment. Donc, mais c'est vrai. On va passer à la question On suivante. Je va crois que ça baisser, se donc stabilise. Ouais. on voit en gros ouais, le sud-ouest et puis le nord-ouest qui est encore là, mais très bien. Donc deuxième question sur votre profil. Alors je sais qu'hier il y en a qui sont à la fois animateurs et gestionnaires. Donc bah, vous choisissez l'une des deux hein, qui nous avait. Excusez-moi, c'est quoi la différence entre gestionnaire et animateur? Un animateur, il va plutôt animer la démarche, mobiliser les porteurs de projets, les accompagner. Le gestionnaire va plutôt s'occuper de la gestion du montage du dossier, du suivi du dossier administratif et financier. D'accord. J'espère que je n'ai pas tronqué. Je parle sous l'égide des 17% de gestionnaires, sous la surveillance des 17% de gestionnaires qui sont représentés. Donc là, on a une très grande représentativité des animateurs et animatrices hein, du GAL, et plus globalement des équipes. Hein. Oui, tout à fait. Hier, c'était un peu plus diversifié, hein, mais bon, on avait quand même encore une majorité, évidemment, d'animateurs et de gestionnaires. Très bien. Et on va passer à la dernière question. Ah, ça bouge plus, hein, j'ai l'impression. En effet, hein, c'est bien la première réponse, c'est-à-dire liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Oui, Ah, quelqu'un essaye de prendre la parole peut-être. Non. Donc, donc en effet, on rappelait quand même ce que voulait dire cet acronyme LEADER, hein, puisque quand même à la base, il a été créé il y a 33 ou 34 ans maintenant, 30. Et vraiment avec l'objectif qui a été créé donc par un Français de la Commission européenne, hein, Michel Lenne, petit mémo historique, qui a eu cette idée
de redonner, j'allais dire, le pouvoir aux zones rurales pour qu'elles diversifient aussi l'économie rurale, d'où le fait que l'acronyme soit en français à la base, même si cette démarche a été créée à Bruxelles par la Commission européenne et qui en avait fait au début un programme d'initiative communautaire, donc non intégré, qui n'était pas intégré à une politique quelle qu'elle soit. Hein, et vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, Leader est intégré à la politique agricole commune. Voilà. Sans plus tarder, je propose qu'on revienne oui, alors Valérie, oui, et je te confirme que que certains ne risquent de pouvoir pas participer à ce séminaire, et c'est ce que je disais au début. En effet, mais c'est enregistré, on ne pensait pas avoir ce succès. Donc voilà, la séquence d'hier l'enregistrement vous sera envoyé, celle d'aujourd'hui aussi. On s'y attendait pas à ce succès, mais nous sommes quand même, je tiens à le dire, je crois que toute l'équipe Atmac et Anan, qui est malgré tout souffrante, à qui on a quand même qu'on a informé hier de ce succès, on est tous vraiment ravis parce que ça montre vraiment cet engouement pour la coopération. Donc c'est des signes positifs, même si on s'excuse à nouveau de ne pas pouvoir du coup prendre tout le monde. Voilà, sans plus tarder, on va commencer sur rappeler un peu les fondamentaux de la coopération leader et je vais d'abord donner la parole à Mathilde. Merci Séverine. Oui, en fait, ça va peut-être être une redite pour un grand nombre d'entre vous, mais il se trouve en effet que la coopération, dont nous allons bien parler aujourd'hui, fait partie des piliers leaders, des piliers qui définissent cette approche leader, une approche qui se veut donc ascendante, hein, qui monte du terrain, bottom-up, hein, si on accepte les anglicismes, une dynamique qui finalement euh, se base sur une stratégie locale de développement, elle-même définie par et au service d'un partenariat public-privé, donc avec une gouvernance publique-privée. On a bien cette dimension-ci multisectorielle et la volonté de soutenir, au-delà de la coopération, la mise en réseau des acteurs, l'innovation, l'expérimentation. Donc on a quand même des piliers forts sur Leader dont fait partie cette coopération Leader dont nous allons parler plus en détail. Et finalement, ce que l'on tenait à vous rappeler aussi en introduction là aujourd'hui, c'est que la coopération, ce n'est pas une finalité nécessairement en soi, mais c'est aussi au service, un outil au service de votre stratégie leader, au service du développement de votre territoire. Et l'objectif, c'est bien de vous aider à mieux répondre aux enjeux du territoire en allant explorer, prolonger, creuser un enjeu en particulier, en identifiant de nouvelles solutions à des problématiques qui sont vécues peut-être en commun avec d'autres, en confrontant des regards différents pour pouvoir aller soit plus loin, soit plus vite sur une problématique qui est rencontrée. Voilà pour ce qui est un petit peu de cette première mise en bouche. Et évidemment, on va faire quelques rappels de définition et finalement préciser un petit peu où se jouent ces coopérations leaders. On parle de différents types de coopération. On parle de coopération interterritoriale, quand en fait des partenaires coopèrent, mais que cette coopération se fait avec un ou plusieurs territoires au sein d'un même État membre. Donc une coopération avec des territoires français, qu'ils soient leaders ou non, qu'ils soient. On rappelle hein, qu'on peut coopérer avec des territoires urbains aussi. Eh bien là, on parlera de coopération interterritoriale si on est en France uniquement. La coopération transnationale se fait dès lors que l'on coopère avec un ou plusieurs territoires en Europe, mais c'est-à-dire au sens un des 26 pays ou États membres de l'Union européenne. Encore une fois, toujours, ça peut être une coopération avec des territoires ruraux et urbains. Et enfin, il vous est également possible de coopérer avec des territoires issus de pays tiers, hein, donc dans le monde. On aura différents exemples
peut-être qui émergeront dans les discussions. Et à ce titre-là, par contre, on vous demande de bien coopérer avec des territoires ruraux. Qui ont une approche leader et notamment dont la stratégie en fait ascendante s'appuie aussi sur du partenariat public-privé. Donc il y a l'idée de retrouver un petit peu un équivalent GAL dans ces pays tiers. J'espère que c'est clair pour vous et Séverine, Isabella, n'hésitez pas hein, à préciser ou clarifier si ça manquait de précision. Alors peut-être juste quelque chose qu'on a oublié de dire. Certes, on a prévu une session de questions-réponses, mais n'hésitez pas dans le chat aussi à poser les questions au fur et à mesure. Soit c'est vraiment lié à quelque chose de très précis qu'on a dit, on y répondra dans la foulée. Soit on regroupera les questions de chat, hein, on surveille le chat pour pouvoir ensuite y répondre par groupe. Donc n'hésitez pas parce qu'il faut vraiment aujourd'hui que vous ayez les réponses à vos questions et que vous repartiez reboosté, confiant et à fond pour développer vos projets de coopération. Donc, on est vraiment là pour essayer d'y répondre. Donc, si on continue sur des modalités peut-être sur les modalités concrètes, alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend dans une coopération leader? Alors, on dit souvent, bah, ça va au-delà d'un échange, d'un simple échange, parce qu'il doit y avoir l'obligation d'une action commune. Alors, souvent, c'est mais qu'est-ce qu'on appelle par action commune? Et ça stresse beaucoup souvent les territoires. Une action commune, bon, c'est sujet évidemment à interprétation, mais globalement, c'est au-delà. Évidemment, l'échange, il est forcément nécessaire, mais cet échange doit aboutir à quelque chose de commun, en fait. Donc, ça peut être un kit de formation, ça peut être une étude menée en commun, ça peut être une charte graphique commune, ça peut être des outils pédagogiques communs, voilà. Alors, pour vous donner un exemple peut-être plus concret, imaginez que vous ayez, bon, je vais revenir sur quelque chose d'assez classique, un itinéraire touristique ou vélo, une voie cyclable ou une voie pédestre de randonnée, voilà, avec plusieurs territoires qui travaillent ensemble. Bon, ben, l'action commune, elle peut tout à fait être, par exemple, là, des outils de promotion communs et le choix d'une charte graphique commune qu'on retrouverait sur l'ensemble de l'itinéraire en question. Mais dans le projet de COPé, il y a certes l'obligation, il y aura de l'échange, il y aura certes une action commune, mais il y a aussi la possibilité d'y intégrer des actions locales. Mais pour que les actions locales soient éligibles dans un projet de coopération, il faut qu'elles soient nécessaires à la mise en œuvre du projet de coopération. Si je reprends mon exemple d'itinéraire touristique ou d'itinéraire cyclable, peu importe, bon, bah, il y aura une action commune qui est par exemple tout ce qui est promotion, c'est-à-dire chacun ne va pas faire sa promotion, donc la promotion commune, la charte graphique commune, mais après peut-être que ça peut être d'avoir par exemple, si c'est un itinéraire cyclable, des parkings cyclables sécurisés devant certains lieux d'hébergement. Si tout le long de l'itinéraire, il n'y en a pas partout, bah, c'est dommage et ça marche pas votre itinéraire cyclable. Donc il faut pouvoir, là, typiquement, si vous voulez promouvoir un itinéraire cyclable et si tout le monde n'a pas, par exemple, tous les investissements ou des aires de pique-nique, etc., bon, bah, ça, chacun des GAL sur l'itinéraire peut développer sur son territoire des investissements ou des actions dites locales parce qu'elles sont nécessaires à la promotion, à la mise en œuvre du projet de coopération. J'espère que je suis claire. Je peux donner d'autres exemples hein, si vous le souhaitez. Je surveille le chat en même temps, mais Mathilde et Isabella, je vous laisse aussi surveiller. Sur les modalités concrètes par ailleurs, donc qui peut porter un projet de coopération. Donc évidemment, ça peut être la structure porteuse du GAL, mais ça peut être, d'ailleurs j'ai mis où, mais ça peut être et où tout autre acteur du territoire. Ça peut être une association de votre territoire, ça peut être un acteur public, un autre, une commune, ça peut être une interco, ça peut être une entreprise, voilà. Donc évidemment, chaque acteur qui va recevoir du FEADER au titre de la coopération devra déposer un dossier de coopération. Voilà. Mais en tout cas, la structure porteuse peut porter un projet de coopération, mais également tout autre acteur. Quel est le circuit d'un dossier de coopération? C'est le même qu'un projet local. Donc, pour ceux qui connaissent d'autres programmes de coopération de type Interreg, Erasmus, eh bien, où il y a un dossier commun mené
enfin, qui est construit avec l'ensemble des partenaires. Dans Leader, c'est chacun, pour le coup, chacun dépose, enfin, au niveau de chaque GAL s'occupe de ses dossiers de coopération. D'accord? Même si évidemment ensuite il y aura un accord de coopération qui sera signé et qui réunira l'ensemble des territoires partenaires. Mais au niveau, j'allais dire, circuit de gestion, vraiment du dossier lui-même, c'est chacun dépose ses dossiers. Donc évidemment, ça implique que quand vous allez commencer à monter votre projet de coopération, il faut que vous sachiez quand même en termes de rétro-planning, votre partenaire, quand est-ce qu'il va le valider, quelles sont ses modalités de validation, est-ce que voilà, parce que dans chaque région en France, on peut avoir quand même quelques variations dans le circuit du dossier, et de même à l'échelle européenne, vous vous doutez bien que c'est également la même chose. On peut avoir des modalités différentes. Donc il suffit juste de savoir un petit peu quelles sont les modalités de validation pour le prendre en compte dans le rétro-planning du projet dans sa globalité, mais à nouveau, chacun s'occupe de son propre dossier. Il est conseillé de désigner un chef de file. Alors, sauf que là, à nouveau, c'est pas comme un chef de file dans un PERREG, par exemple, qui a vraiment, j'allais dire, une responsabilité juridique. Là, dans Leader, le chef de file, c'est plutôt le capitaine du bateau, mais qui n'aura pas de responsabilité de rôle juridique. Il va s'assurer juste de la bonne mise en œuvre du projet, de s'assurer du suivi général, du suivi du calendrier, que chacun fait bien ses tâches, qu'on n'en prend pas trop de retard. Voilà, c'est un peu un rôle de coordinateur. Mais il n'aura pas un rôle de suivi de la gestion et de l'administratif de tous les partenaires, hein. Ça, pas du tout, puisque chacun est responsable de la gestion de son propre projet. Voilà. Si tu peux passer à la slide suivante, si chacun dépose son œuvre, cela signifie qu'il faut repartir des... Alors, oui, très bien. Alors, je vais répondre à Isabelle Simon dans quelques minutes. Enfin, même tout de suite, je peux répondre. Donc, en effet, sur la répartition, comment du coup on construit le budget d'un projet de coopération? Oui, il va falloir vous répartir les dépenses. Donc là, il y a plusieurs choses. Soit vous répartissez les postes de dépenses, je ne sais pas, bah toi tu vas prendre en charge, je sais pas, je sais pas, les coûts de com. Moi, je vais me prendre en charge. Voilà. Donc il y a une répartition des lignes budgétaires. Ça, c'est la première chose. Ou alors, même dans le cadre d'une étude commune, par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle un groupement de commandes aussi. Un groupement de commandes dans lequel, c'est-à-dire dans le cahier des charges, vous allez bien dire que bah, l'étude, elle est prise en charge par 2 ou 3 GAL et que, du coup, ensuite, le prestataire devra facturer à chacun des GAL. Donc, chaque GAL aura sa facture. Ça, c'est dans le cadre d'une prestation. Séverine, il y a une question de Valérie que je te propose de traiter aussi dans la foulée. Oui. Janvier, une action commune doit-elle nécessairement déboucher sur des dépenses communes? Et est-ce que les actions de type rédaction collective d'un cahier des charges pourraient être éligibles au titre d'une action commune? Est-ce que un projet de coopération sans aucune dépense commune est éligible? Alors, en fait, une dépense commune, tout est relatif, puisque voilà, c'est vrai que euh, chaque, euh, chaque territoire va gérer ses propres dossiers. Donc, en effet, même quand on a une action commune, après, vous pouvez tout à fait les répartir et du coup, si vous avez 2 actions communes dans votre projet, qu'il y en ait une qui soit prise en charge par un partenaire et l'autre par l'autre partenaire. Après, ça dépend. Après, ce que je vous disais, si c'est une prestation commune, vous pouvez quand même partager les coûts à égalité, par exemple. Après, juste, j'en profite avant de continuer à répondre à Valérie. Il faut savoir aussi que dans un projet de coopération, chaque partenaire n'est pas obligé de mettre la même chose. Mm. On a des projets où on va avoir des différences importantes parce que notamment dans des gros projets qui impliquent de nombreux partenaires, eh bien, tous les partenaires ne sont pas obligés de participer à toutes les actions communes. Alors, on peut avoir un projet avec qu'une action commune et puis on peut avoir des plus gros projets avec plusieurs actions communes. Et dans ce cas, tout le monde n'est pas obligé de participer à tout. Voilà. Après, c'est compliqué à gérer. Ça implique vraiment une coordination plus importante hein, quand le projet est plus gros et implique de nombreux partenaires, mais c'est tout à fait jouable. Ensuite, les actions de type rédaction collective d'un cahier des charges sont-elles éligibles au titre d'une action commune? Pour moi, la rédaction collective d'un cahier des charges, ça va être surtout du temps, me semble-t-il, du temps agent, et le temps agent est éligible. Alors, sauf si déjà vous êtes à 100% sur de l'animation, bon, bah, dans ce cas, vous ne pourrez pas le mettre. Si vous recrutez quelqu'un, enfin, si vous avez quelqu'un en plus que vous prenez sur la coopération,
et qui passent du temps à rédiger, les coûts de ressources humaines sont éligibles. Et un projet de coopération sans aucune dépense commune. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Un projet de coopération sans aucune dépense commune est-il éligible? En fait, ça dépend ce qu'on appelle dépense commune. C'est ce que je viens d'expliquer. En fait, une dépense commune, il peut y avoir une action commune, mais comme je disais tout à l'heure, il y a la répartition des dépenses qui sont finalement, les dépenses communes, un projet de coopération n'implique pas forcément des dépenses. Je réfléchis en même temps, excusez-moi, parce que j'ai du mal à comprendre ce que vous entendez, ce que tu entends, Valérie, par dépenses communes. Oui, alors je Ouais. prends. Vas-y, En vas-y. fait, on peut aussi, pour simplifier le dossier, imaginer de ne pas mettre les dépenses liées à l'ingénierie pour rédiger le cahier des charges. Donc, ma question, c'est bien de savoir si on peut imaginer un projet de coopération avec une action commune, puisque, comme tu l'as dit, l'action commune définit et conditionne la réalisation d'un projet de coopération. Mhm. Maintenant, est-ce que des actions communes peuvent exister sans dépenses communes? Puisque on peut très bien imaginer que le temps passé pour la rédaction du cahier des charges n'est pas compté. Il peut y Oui, donc avoir c'est après. possible. Dans ce cas, c'est Ouais. possible. S'il y a une action commune vraiment, mais qu'elle est prise en charge enfin, c'est possible. De toute façon, j'imagine que ton projet, c'est pas seulement la rédaction d'un cahier des charges. Non, c'est la réalisation d'œuvres artistiques le long d'un itinéraire. Donc, De la V9. effectivement, les œuvres artistiques vont être différentes selon les lieux. Donc, on ne peut pas forcément mettre ça comme action commune, quoi, puisque ça ne va pas être la même œuvre partout. Mm. Mais rédiger un cahier des charges commun, là, on est vraiment ensemble Oui, mais du dans coup, vous cette allez tâche. avoir des coûts parce que peut-être que vous allez vous retrouver, faire une réunion ensemble. Donc, vous allez. Non, on fait par visio, on se passe le cahier des charges, donc il n'y a pas de coût pour la rédaction, sinon notre temps d'ingénierie qui est compté autrement. Donc, Est-ce que vous aurez ouais. ensuite, je sais pas, un événement commun? Parce que là, ça me manque un peu, je trouve, de dimension commune quand même. C'est pour ça que je pose la question. Alors, moi, je rajouterais quand même soit, je sais pas, une inauguration avec un événement commun à la fin pour promouvoir l'itinéraire avec l'ensemble des territoires, un peu une grande, je sais pas, un festival ou un événement un peu, voilà, là-dessus. Après, je tiens quand même à préciser qu'on va essayer de vous répondre au maximum à toutes les questions, mais qu'il y a beaucoup de points dès lors que ça concerne la gestion qu'il faut vérifier avec votre AG. Hmm. Parce qu'il y a D'accord. aussi beaucoup de sujets à interprétation, ce qui est normal, hein, et du coup, il peut y avoir des variations selon les régions. Donc nous, on peut vous accompagner beaucoup sur la méthodo. Après, sur la gestion, toutes les réponses qu'on apporte, c'est vraiment à vérifier aussi auprès de vos AG respectifs. Et je suis, enfin, vraiment. Néanmoins, comme ça, et je laisserai Mathilde compléter parce que je sens qu'elle veut compléter, j'aurais tendance à dire qu'il manque quand même si vous voulez, pour moi, un projet de coopération, si vous voulez qu'il ait un vrai impact local, il faut vraiment euh, aller vraiment essayer d'optimiser un petit peu les actions que vous allez mettre dedans. Donc là, dans l'absolu, vous allez rédiger un cahier des charges commun, chacun va choisir ses œuvres, etc. Bon, bah, c'est super, mais j'ai un goût de pas assez, j'ai envie de dire. Et à nouveau, voilà, il faut qu'il y ait à la fin peut-être une valorisation commune, comme je disais, un événement, j'en sais rien, un petit flyer commun qui explique toutes les œuvres de l'itinéraire qui pourrait être diffusé ensuite aux personnes qui vont faire cet itinéraire. Tu vois, il manque quelque chose pour moi un truc dans ton projet, mais c'est à titre vraiment. Mathilde, tu voulais. Oui, merci Séverine. Je ne sais pas de quelle gale tu viens Valérie, mais ton projet m'évoque un autre projet de coopération que j'ai vu passer sur une valorisation d'une nouvelle destination Grand Site Occitanie. Je crois que c'est C'est Corse, Pays de Vitré. Oui, cité oui, oui, médiévale. c'est exactement ça. Oui, Ouais. oui, oui. Mais tu vois Donc, l'exemple aussi de la sélection qui avait donné lieu à la mobilisation d'un commissaire pour la sélection des
des œuvres, un commissaire commun. Il y a toute une démarche qui vise finalement à mutualiser en effet la démarche de sélection des artistes et qui a permis en tout cas d'aller chercher des œuvres plus originales. Et ça, effectivement, Séverine l'a dit un instant, ça me mordait la langue, mais l'idée d'avoir un cahier global de découverte des œuvres ou un événement, bien sûr, là on retrouve l'action commune, on fait vivre un petit peu ce parcours artistique et culturel. D'accord. Et peut-être on peut Alors, passer ce que je au... vous propose, parce que je vois qu'il y a énormément de questions, donc c'est Ouais, pas que je vais pas y répondre, je finis juste parce que c'est ma dernière slide. Je finis juste sur ces deux derniers points et après on peut répondre peut-être à la suite des questions. J'ai bien noté que j'en étais arrivée à Marion, à la question de Marion. Donc, vous pouvez continuer les questions sur le chat. Je voudrais quand même finir sur justement cet aspect aussi qui est important. Il se trouve que dans certaines régions, donc il va falloir que vous vérifiez auprès de vos AG respectives, mais je sais par exemple que la région Centre-Val de Loire l'a fait, il y a la possibilité de déposer un dossier spécifique au titre de la coopération qui s'appelle soutien préparatoire et qui permet de vérifier, de tester les partenaires potentiels qu'on aurait identifiés et donc d'organiser, de financer une première rencontre, c'est-à-dire que le dossier, c'est juste le financement d'une première rencontre avec ces partenaires potentiels de coopération et sans obligation de suite. Bon, on espère évidemment en général que ça fasse suite, évidemment, mais ça permet de voir, de rencontrer les partenaires potentiels à qui on a eu un échange, on a l'impression de partager les mêmes enjeux, on sent que voilà, il faut se rencontrer. Et donc, à ce titre, vous pouvez financer de l'expertise externe pour vous aider à animer, par exemple, la rencontre, à construire le projet. Ça peut être de la traduction, ça peut financer aussi les voyages et les transports et les séjours de vos partenaires potentiels qui vont peut-être venir par exemple sur votre territoire pour travailler ensemble, de l'interprétariat, je l'ai dit. Voilà, donc c'est quelque chose qui quand même avait été testé sous Leader Plus, notamment par les Français, qui avaient montré vraiment ses preuves et qui avaient montré en quoi c'est un dispositif très light comme ça de soutien permettait vraiment faciliter l'émergence de projets. Alors, il se trouve que toutes les régions n'ont pas mis la possibilité d'un dossier spécifique. Néanmoins, je tiens à dire que dans tous les cas, les dépenses de préparation, par exemple, si vous rencontrez votre partenaire, mais que vous n'êtes pas en région Centre-Val de Loire, par exemple, et que votre région n'ouvre pas cette possibilité d'un dossier spécifique soutien préparatoire, il est néanmoins les dépenses liées à cette première rencontre que vous pouvez néanmoins organiser sont éligibles dans votre projet de coopération. Mais ça implique que dès le début, vous l'intégriez dans votre projet de coopération. Je ne sais pas si je suis claire, vous me le direz dans le chat si je ne suis pas claire, mais je voulais vraiment insister sur ce point. Donc vous avez deux cas de figure, mais dans tous les cas, les coûts de préparation du projet de coopération sont éligibles et vous pouvez les intégrer. Donc soit dans le projet de coopération global que vous devez déposer, soit quand c'est possible, selon les régions dans lesquelles vous êtes, vous avez même la possibilité de déposer un dossier spécifique appui soutien préparatoire. Voilà. Ce qui me permet de finir cette première partie et de continuer du coup à répondre. Donc on en était à, donc je disais à Marion donc de Vannes. qui Est-ce qu'on pose une peut question sur le DLAL. oui. Est-ce qu'on s'arrête à leader ou est-ce qu'on peut aller chercher le DLAL fait en pas par Alors, exemple? un territoire relève du leader. Alors oui, c'est tout à fait possible puisqu'il est possible. Alors et là, Mathilde vous a expliqué dans les types de coopération possibles, il est possible de coopérer avec des territoires non GAL, non leader. Donc évidemment, un DLAL fait en pas, c'est tout à fait possible. D'autant plus qu'en plus, ça sera très facile de montrer que la gouvernance est public-privé puisque c'est le même fonctionnement que leader. Donc là, la coopération entre un GAL leader et un DLA, alors qu'il soit pas forcément, il faut pas qu'il soit sur les mêmes périmètres, hein, évidemment, puisqu'il faut que ce soit quand même deux territoires différents, mais y a aucun problème là-dessus. Et d'ailleurs, on peut citer des exemples. Le projet Terricop, qui était en fait un projet dans lequel certains territoires d'Occitanie se sont dit, mais il faut qu'on puisse lutter contre l'invasion du crabe bleu en Méditerranée, et qui est allé chercher pour ça l'expérience des îles Kerkennah en Tunisie. Et bien, typiquement, ça a mobilisé des territoires leaders d'un côté, mais aussi des territoires, un territoire galpa aussi. Donc c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais évidemment ça se fait. Et là, on va peut-être passer à des questions aussi d'ordre
enfin de dépenses aussi, Séverine, sur comment ça se passe dans le cas d'un partenariat avec un territoire qui n'est pas leader. Il n'y a pas de financement leader pour les actions concernées par ce territoire. Je sais pas si tu veux y aller, on Oui, t'entend. alors en effet, dans ces cas-là, c'est toujours la question. En effet, quand vous coopérez avec un territoire non leader, au territoire non leader d'aller trouver, d'utiliser ses propres financements en fait, soit de la région, de enfin, peu importe, mais c'est à lui de trouver ses propres fonds. Il ne pourra pas bénéficier directement de FEADER. Après, indirectement, il peut en bénéficier un peu parce que le projet de coopération ayant une action commune. Bon, indirectement, il va bénéficier de cette action commune qui est cofinancée par du FEADER, mais à lui d'aller trouver ses propres financements. Donc au niveau, juste pour vous donner peut-être une idée, on aurait pu montrer la carte, mais vous la recevrez, on pourra vous l'envoyer dans le bilan de la coopération de la programmation précédente. On a quand même plusieurs GAL qui ont coopéré avec des territoires enfin, qui n'étaient pas GAL d'une part, et surtout hors UE. Notamment avec le sud de la Méditerranée, enfin les pays du Maghreb. Donc là, Mathilde évoquait la Tunisie. On a eu aussi un début de projet avec l'Algérie. Il y a le Sénégal aussi, et on a aussi plusieurs projets avec le Québec et le Canada, mais notamment le Québec. Voilà, donc en effet, c'est, il faut que le partenaire non leader aille, voilà, mobilise ses propres financements. Et ça répond en quelque sorte à la question de Marie sur la question suivante. Et si la coopération se fait avec un territoire non GAL, est-ce le territoire qui dépose le dossier avec l'ensemble des dépenses? Ben, non, il faut qu'il y ait nécessairement une prise en charge, alors encore une fois, ça peut être dans des proportions très diverses finalement, hein. On n'est pas obligé d'avoir le même investissement apporté par tous et toutes. Ça dépend vraiment du projet, mais néanmoins, c'est bien qu'il y ait un investissement et d'ailleurs, ça crée aussi des fois l'implication dans le projet, qui est de la dépense engagée de chaque côté. Ça me fait penser, pour éclairer ce que tu disais, Séverine, le fait que chaque partenaire ne met pas nécessairement la même chose au pot. Typiquement, quand on est sur un projet autour d'un équipement ou autour d'un itinéraire ou autour d'une ressource naturelle, fluviale ou autre, qui parcourt plusieurs territoires, des fois les territoires ne sont pas parcourus de la même manière. Certains galles ou territoires peuvent être parcourus sur une toute petite distance, d'autres sur une grande distance. Bah là, on peut avoir un argument pour dire bah, je mets plus ou moins à la pâte. Mais il y a plein d'autres manières aussi d'organiser la répartition des dépenses. Une autre illustration aussi qui nous a été présentée hier par le GAL de l'Avesnois en Hauts-de-France sur un projet de coopération interterritoriale qui réunissait huit parcs, enfin je ne sais plus le chiffre exact, plusieurs parcs naturels régionaux sur le tourisme ornithologique. Ben, il nous disait, nous, en gros, de mémoire, les partenaires, ils sont allés de 30 000 euros à 100 000 euros. Et en fait, pourquoi? Bah déjà parce que tous n'ont pas les mêmes enveloppes copées et n'ont pas mis la même chose dans les enveloppes copées. Deuxièmement, il n'y a pas forcément les mêmes besoins. Il y avait certains parcs naturels régionaux qui étaient très avancés sur certains volets du projet, donc eux, c'était déjà développé chez eux, donc ils n'avaient pas besoin voilà, de participer à toutes les actions communes. Donc voilà, ça peut aussi justifier. Et puis, à nouveau, avec certains pays, on peut aussi avoir des différences de niveau de vie. Bon, bah, les coûts étant pas les mêmes, ce qu'on met aussi dans la cagnotte, la cagnotte enfin dans le projet de copé n'est pas la même non plus. Euh, voilà, donc pour répondre à la question de Marie Martinez, ah oui, ça on y a répondu. Donc le territoire du GAL qui dépose le dossier, bah non, donc il va déposer avec ses dépenses à lui. Après, dans l'accord de coopération qui sera quand même malgré tout signé, parce qu'il y aura quand même un accord de coopération signé, là en annexe, vous avez la fiche projet avec le budget total souvent du projet qui est joint. Donc Aline, une structure qui souhaite mettre en place une action au niveau départemental, donc sur plusieurs GAL, peut-elle être une structure qui souhaite mettre en place une action au niveau départemental?
Moi, je le lis cette question, Séverine. Donc, est-ce qu'une action au niveau départemental qui couvre Ouais, je vois. plusieurs GAL, est-ce que c'est un projet de copé? Je le lis comme, bah, on a quand même plusieurs GAL concernés, mais on est au sein même d'une même région, donc on est sur de l'interterritorial, mais euh, au niveau vraiment infra-région. Donc là, on est sur un peu je coopère avec mon voisin quelque part, hein, si Alors, je. sauf que ça dépend si c'est la structure qui souhaite mettre en... Parce que une structure qui souhaite mettre en place... Parce que si... ça dépend par qui c'est porté. Il faut quand même qu'il y ait plusieurs territoires engagés. Donc, il faut que les GAL soient partenaires. J'ai pas compris si la structure, elle est toute seule, elle coopère avec qui elle signera l'accord de coopération avec qui engagera les dépenses. Donc, a priori, c'est jouable, mais j'ai pas bien compris le rôle. Je sais pas si Aline, tu veux préciser. Oui, oui, oui. Bonjour Aline. Bonjour, bonjour Séverine, bonjour Mathilde. Oui, j'ai eu deux cas. J'ai un cas là et j'en ai eu un la dernière programmation. La dernière programmation, c'était une entreprise qui souhaitait s'étendre en fait sur le département et qui m'a demandé si on pouvait faire un projet de coopération avec d'autres GAL pour financer de l'ingénierie. Et là, j'ai le cas d'un syndicat qui s'occupe des déchets, qui souhaite mettre en place des bennes de récupération à l'échelle départementale et me demande si c'est un projet de coopération. Et je suis un peu en difficulté parce que j'ai du mal à trouver le sens. J'ai l'impression qu'on perd le sens de la coopération. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Ah, on t'entend plus, Séverine. Pardon, il y a l'esprit, j'allais dire, il y a l'esprit copé, puis il y a le côté, j'allais dire, légal. Alors, au niveau légal, déjà, ça va dépendre. Est-ce que les GAL vont se mettre ensemble et vont mettre un peu d'argent quand même et signer un accord de coopération qui montrerait qu'il y a plusieurs partenaires? Parce qu'officiellement, quel que soit le truc, il faut que le projet, il y ait au moins deux acteurs. Sinon, il n'y a pas de coopération. Voilà, ça c'est la première chose. Après, en termes d'esprit de coopération, c'est ce que je disais tout à l'heure. Typiquement, imaginez qu'il y ait deux GAL qui coopèrent pour une étude commune et qu'il y ait juste l'étude commune, un prestat commun. Bon, dans l'absolu, c'est un projet de copé. Après, si vous voulez un projet de copé qui a un impact plus fort, bah, je trouve, c'est un petit peu comme tout à l'heure ce qu'on disait avec le projet de Valérie. Euh, si on veut vraiment qu'il y ait un impact local fort, et ben profiter de la coopération pour aller un peu plus loin. Ok, on a un prestat commun et c'est super, mais après peut-être, je sais pas moi, des ateliers communs entre les territoires pour partager les résultats de l'étude ou bon après ça dépend le contexte, hein, il n'y a pas de recette magique, mais voyez, essayez d'aller un peu plus loin. Et donc là, j'ai envie de te dire, en termes d'esprit de copé, bah c'est aussi un petit peu voilà. Déjà, je me pose la question sur est-ce que c'est vraiment un projet de copé au sens légal. Donc là, ça dépend. Est-ce que les différents GAL vont signer l'accord de copé, vont voilà. Et dans ce cas, ça serait un projet de copé. Et puis après, il y a l'esprit de copé. Essayer de maximiser. Enfin, pour moi, un projet de copé qui réussit, c'est aussi qu'il a un super impact local, soit il va être à l'initiative d'une dynamique, soit il va poursuivre une dynamique. Donc voilà, ça risque d'être voilà, faut éviter le one shot quoi. Mm. On pourrait très bien imaginer aller plus loin en ayant pour ce syndicat de gestion des déchets qu'il y ait une action qui soit menée avec, je sais pas, une collectivité EPCI référent ou en expérimentation sur chacun de son territoire pour faire vivre des points tri ou points, enfin, je sais plus exactement de quoi il s'agissait, mais l'idée c'est peut-être de voir si le cas échéant, il peut pas y avoir sur les territoires aussi, pourquoi pas d'autres acteurs locaux engagés en fait. Pour, bah, voilà, ça peut être les structures porteuses d'égales. Enfin, de toute façon, il faut d'égal signataires, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un autre acteur local. Je le vois comme ça. Bon, merci. Question suivante, c'est une action commune, genre Presta, les GAL peuvent donc bien participer à des niveaux différents sans clé de répartition par rapport au nombre d'habitants, par exemple, ou au montant de la maquette copée. Alors, dans le cadre d'une presta, là, je pense que c'est peut-être une colle. Dans le cadre d'une prestation, donc en effet, vous pouvez faire un groupement de commandes, et dans lequel, bah, si, il faut justifier quand même pour moi, mais je préfère que vous vérifiez avec votre AG. Je suis désolée, on va faire. Mais selon moi. Il faut quand même justifier pour le coup, si c'est une prestation, j'aurais tendance à dire que peut-être qu'il faut quand même vérifier la clé de répartition.
enfin, il faut qu'il y ait peut-être, enfin, en tout cas, la justifier, quoi, si vous mettez quelque chose. Après, ça dépend quel est le sujet de l'étude, j'aurais aussi envie de dire. Donc là, je me fais une réponse un peu de Normand. Et On a des Normands parmi nous, attention, ouais, Séverine. mais je le suis moi aussi, donc de toute façon. A priori, moi je dis attention, dans un projet de copé, on peut mettre des. On n'est pas obligé de mettre tous la même chose, mais là, sur une étude commune, alors après, je suis en train de réfléchir dans les cas dans lesquels. Enfin, les projets de coopération dans lesquels j'ai été impliquée, il y avait des études à chaque fois, mais c'est vrai que souvent, non, ça se faisait quand même, il y avait une clé de répartition. Alors, à vérifier si elle est obligatoire ou pas, mais nous, à chaque fois, quand tout le monde ne mettait pas la même chose, il y avait quand même, ça se justifiait quand même. Ok, merci. Je me permets de compléter. En Ouais. fait, Presta ou même, je sais pas, une formation ou n'importe quelle, en fait, n'importe quelle dépense, mais qui soit vraiment commune. Voilà, ma question, c'est est-ce qu'il faut, voilà, justifier avec une clé de répartition quelle qu'elle soit, ou est-ce qu'effectivement on peut faire juste par rapport à nos enveloppes copiées qui peuvent, comme vous disiez tout à l'heure, quoi, ne pas être les mêmes, on n'a pas les mêmes moyens, on Alors, n'a pas. l'enveloppe, le montant total n'est pas obligé d'être le même, mais après, quand vous faites une action commune, je pense à nouveau, je préfère que vous vérifiez avec votre AG, Ok, mais je merci. me demande s'il n'y a pas besoin quand même d'une clé de répartition. À Ouais, qui vérifier. serait peut-être la même du coup pour toutes les dépenses. Enfin voilà. Ok, non mais je vérifierai. Merci. Désolée, mais comme en plus il y a des choses différentes de région entre régions, je préfère que vous vérifiez ce point. Alors, Euh, on a une question de Julie qui pour moi renvoie aussi un petit peu à ce qu'on a déjà dit. Si besoin, Julie Fleurion, on vous laissera ou on te laissera aller éventuellement plus loin, hein. Est-ce qu'un projet porté par un porteur de projet sur plusieurs territoires, de type études ou action à l'échelle interterritoriale, porté par un maître d'ouvrage qui dépose un dossier par territoire en proratisant, est toujours considéré comme de la coopération. Donc c'est un petit peu ce qu'on se disait déjà sur la philosophie. Alors, il y a la règle, ouais, par il y a la rapport règle à... et il y a l'esprit de coopération qui peut être un peu dévoyé parce que si au final c'est un projet d'un acteur, voilà. Mais peut-être Julie, c'est le moment de te laisser la parole si tu veux nous dire si tu as bien compris nos réponses jusqu'ici ou s'il y a des choses que tu veux préciser pour qu'on comprenne mieux ta question. Oui, je veux bien préciser. En fait, en l'occurrence, là, j'ai un projet qui a été déposé sur de la coopération sur ce nouveau programme. Ce serait une coopération entre trois communautés de communes qui sont sur trois GAL différents pour une étude commune, voilà, pour développer un projet autour d'un projet ferroviaire. Par facilité, en fait, ils ont fait le choix de faire porter l'étude à une seule des trois communautés de communes. Et les autres vont participer financièrement, en fait, enfin, vont donner verser de l'argent à la troisième communauté de communes. En fait, ils n'ont pas fait de groupement de commandes. Et ça, c'est par simplicité administrative. Donc il va y Du avoir coup, de la refacturation entre partenaires. voilà, c'est ça. Alors ça, je mets les warnings. Ça dépend des AG, hein. Il y a des AG chez qui Ouais. c'est interdit. Alors, sauf Je en dis fait, bien, ça dépend des régions, mais ouais. je dis attention à la refacturation entre partenaires qui est souvent, enfin, pas autorisée enfin, ou en tout cas très Ouais. déconseillée par les AG. Ok. Voilà. Là, ce qu'ils envisageaient, en fait, c'était que c'est le partenaire qui porte la dépense qui dépose un dossier dans chaque GAL. Oui, mais c'est un partenaire, c'est le même partenaire. C'est la communauté de communes, c'est l'une des C'est la communautés. communauté de communes, voilà, qui porte le projet. Elle déposerait un dossier dans chaque GAL. En fait, nous, sur le précédent programme, on a déjà eu un Mais projet attendez, de ce on a une type. communauté de communes d'un autre territoire qui va aller Voilà, candidater auprès. Ah, moi, ça me paraît. c'est Vous avez ça. vérifié avec votre autorité de gestion? Non, bah, en fait, on peut pas, notre autorité de gestion, pour le moment, ne nous donne pas de réponse sur la coopération. Parce que D'accord. moi, ça me semble un peu hasardeux. Enfin, Hmm. imaginez, vous êtes un GAL, est-ce que vous acceptez de donner de l'argent à un porteur qui n'est pas chez vous? Bah, on l'a déjà fait, nous, sur le précédent programme. D'accord. On Bon, a bah eu un alors, projet sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, GR65, avec un d'accord. porteur de projet qui était en Aveyron et qui a déposé 8 dossiers dans 8 GAL différents. Ok. Mm. Non, non, bah Ça, ça, c'était, ça voilà, dépend sur le précédent des. programme, c'était passé. Là, C'était- je sais que voilà, j'avais un doute, en fait, sur. C'est pareil, hein. Nous, sur les Hmm, questions de gestion, il y a tellement de. C'est en train de se mettre en place au sein de chaque d'accord, région âgée et il n'y a pas de réponse nationale là-dessus, hein. d'accord, ok. À Et vérifier.
Par, le Merci. montage. par contre, ce qu'on peut évoquer comme bonne pratique, Séverine, enfin je parle aussi sous ton couvert, mais c'est des fois quand il y a différents types de dépenses et qu'il n'y a pas que justement une étude, mais qu'il y a une étude et puis par ailleurs il peut y avoir d'autres actions communes de type événement commun, bah, en fait certaines les partenaires peuvent prendre en charge différentes dépenses. Enfin, tu l'as peut-être dit tout à l'heure, Ouais. Oui, oui, non, mais je redis, mais effectivement, du coup, l'un prend en charge l'étude, les autres peuvent prendre en charge d'autres aspects comme, je sais pas, la vidéo, etc., etc. tout à Mm. fait. Le site internet. Ok. Ouais. Euh, Donc, si je comprends bien, imaginons 5 GAL ont en commun un projet. Les 5 GAL vont déposer 5 dossiers identiques, chacun de leur côté. Alors, oui, et j'irai même plus loin que ça. Je vais vous donner l'exemple peut-être du pays de Dinan, pas du pays, de Dinan Agglomération qui a témoigné sur un projet transnational sur la filière bois. Donc, ils étaient 2 GAL français et un GAL finlandais. Et dans le GAL agglomération de Dinan, il y avait à la fois la structure porteuse du GAL, donc l'agglo de Dinan, mais également une SIC, donc une entreprise coopérative du pays de Dinan. Et les deux ont déposé un dossier, parce que les deux demandaient du FEADER. Donc dès lors donc ça veut dire que ce projet de coopération, finalement, il y a eu 2 dossiers au sein du pays de Dinan, un dossier chez l'autre GAL français, et côté finlandais, il me semble qu'il y avait eu aussi une entreprise impliquée. Donc il y avait à la fois le GAL finlandais et son entreprise. Donc en fait, c'est chaque personne dans le projet de copé qui va recevoir potentiellement, qui demande du FEDER, qui doit déposer un dossier. Donc là, dans mon cas, là, si c'est que les 5 GAL ont en commun un projet, s'il y a que les structures GAL qui sont impliquées, oui, il y aurait 5 dossiers. S'il y a d'autres acteurs au sein de chacun des GAL, ben, il y a autant de dossiers déposés que d'acteurs qui recevra du FEADER. Je ne sais pas, Julie, si Julie Peufly, si ma réponse vous a éclairé. Oui, oui, c'est très clair. Merci beaucoup. D'accord. On passe à voilà. on passe à la question de Mélanie Voilà. Il va falloir Codin. un moment qu'on laisse la place au témoignage. On pourra reprendre un lot de questions après, hein, je vous propose, parce que sinon on est Oui, parti jusqu'à midi. oui, Et parce que je vois que ça continue voilà, à... je vois que ça continue. Alors, c'est pas qu'on veuille pas vous répondre, hein, y a pas de souci, mais je propose aussi qu'on ait des témoignages parce que Caroline pourra aussi répondre en tant que grande praticienne de l'ACOP à aussi des questions. Donc, je vous propose, là, on finit les 5 questions, puis après, on fait une pause. Je donnerai la parole à Caroline pour un témoignage et puis on pourra revenir aux questions, vous inquiétez pas. Donc, effectivement, le soutien préparatoire est très utile, notamment avec des territoires transnationaux, expériences passées. Voilà, donc bah, on confirme, Mélanie, et en effet, je sais que toi, tu as bien connu les différentes périodes leader. Ok. Donc, Julie, ça resterait un projet de coopération si le deuxième acteur ne se situe pas sur un territoire GAL ou n'est pas GAL. Oui, tout à fait. On redonne l'exemple. Il est possible dans la coopération interterritoriale, transnationale, et puis évidemment pays tiers, c'est systématique, de coopérer avec un territoire qui est non leader. Il faut que, pour qu'un projet soit estimé coopération, il faut qu'il y ait au moins un GAL leader. Donc voilà, si vous avez être un GAL leader, imaginez, et un parc naturel régional qui n'est pas leader, typiquement, ça peut être un projet de coopération interterritoriale. Ou alors dans un, je sais pas si vous souhaitez, je sais pas, coopérer avec je sais pas, une association de votre territoire qui voudrait coopérer avec une association qui n'est pas sur un territoire leader, je sais pas, soit en France, soit dans un autre pays européen, c'est le cas aussi. Et je vous rappelle ce qu'a dit Mathilde en introduction, c'est-à-dire que ce soit dans la coopération interterritoriale ou dans la coopération transnationale avec les pays de l'Union européenne, vous pouvez même coopérer, par exemple, avec une ville, une agglomération territoire urbain. Donc vous pouvez, je ne sais pas, moi, votre GAL, Julie, je ne sais pas de quelle GAL vous venez, peut coopérer avec une agglomération qui ne serait pas GAL, par exemple. Et ça serait un projet de copé leader. Je ne sais pas, sur la question des circuits courts, par exemple. D'accord. Non, mais vous voyez, ce que j'en retiens, c'était que moi, je suis débutante, donc j'ai pris mon poste récemment. Et au début, j'étais un peu fermée en me disant il faut que ce soit obligatoirement enfin, des acteurs qui se situent sur des GAL. Mais ce que j'en retiens, c'est que si c'est pas GAL, il faut au moins qu'ils soient avertis sur le. Ils tireront pas de subventions, en tout cas en provenance. Non, non, Voilà, il faut qu'ils soient prêts à financer, soit autrement, soit en mm, fonds propres. tout à fait. C'est Tout à la fait. seule condition Ouais, finalement. ouais. D'accord, je vous remercie. Après, vous pouvez porter un peu plus de dépenses vu que vous avez des Oui. subventions et donc indirectement, c'est ce que je disais, ils en Oui, bénéficient. oui, oui. Voilà. Oui, bien sûr. D'accord, je vous remercie.
Donc, s'il n'y a qu'un seul porteur, bah, cette question revient, je pense qu'on est toujours Oui. à la question d'Aline, hein. S'il n'y a qu'un seul porteur de projet à l'échelle de plusieurs GAL, il faudra faire plusieurs dossiers proratisés. Alors, proratisés pas nécessairement, mais enfin si c'est un qu'un seul porteur, bah, c'est ce qu'on a dit avant, hein, je reviens pas à vérifier avec vos AG, mais en tout cas, il faut qu'il y ait au moins deux acteurs impliqués différents, un GAL et d'autres acteurs. Enfin, à nouveau, il faut qu'il y ait plusieurs structures qui signent l'accord de coopération pour qu'il y ait une coopération. Et donc, on va finir. Quels sont les... Peut-être qu'après, Séverine, on va plus sur des questions qui ont trait aux accords de copé. Est-ce qu'on les traiterait pas, il y a plusieurs questions sur l'accord de coopération après. Est-ce qu'on les traiterait pas en bloc après les Alors, témoignages? on peut, il Ou à faut quelle juste heure. retenir qu'on s'arrêtera. Donc, on s'est arrêté au Gal Niortais, au Val d'Or. Voilà. Merci de votre patience. On n'oublie pas vos questions, hein, et on propose de passer, de faire une petite pause et de passer en effet la main donc aux témoignages parce que c'est aussi eux les praticiens de la coopération, même si nous on met aussi régulièrement les mains dedans aussi, si je puis dire. Donc Caroline donc du Gal du Grand Briançonnais a accepté donc de témoigner de son expérience. Donc Caroline a beaucoup d'expérience leader et sur la coopération, mais là ce matin on lui a demandé donc de nous parler de son projet de coopération interterritoriale, donc qui est sur la question de l'alimentation positive et du défi donc des familles à alimentation positive. Je te laisse la parole, Caroline, et un grand merci d'avoir accepté de témoigner et de partager ta grande expérience. Alors, Bonjour à tous, merci beaucoup Séverine et Mathilde et Isabella pour toute cette organisation. Donc moi je suis animatrice du GALP du Grand Briançonnais qui est localisé dans la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, à son extrême nord. Et le projet de coopération auquel mon GAL a participé s'est fait avec d'autres GAL de la même région. Donc, les GAL Alpes et Préalpes d'Azur, GAL Provence Verte Sainte-Baume, GAL Durance-Provence, pardon, et le GAL Haute-Provence-Luberon. Les défis foyer alimentation positive, c'est un dispositif qui a émergé de la FNAB, Fédération nationale des agri et bio en France. Ce dispositif était déjà expérimenté depuis quelques années. Et dans le cadre de son projet alimentaire territorial du parc national naturel régional du Luberon, et sa chargée de mission qui avait proposé de travailler sur des logiques de développement durable et d'alimentation, avait réuni plusieurs de nos GAL en région sud et commençait à émerger la nécessité de travailler sur ces projets de valorisation, d'alimentation durable, de valorisation des ressources, etc. Et dans ces échanges qui ont été faits, la coopération a commencé à naître, puisque entre GAL, on a cherché à trouver voilà, des dispositifs, des thématiques sur lesquelles on pouvait intervenir. Et donc les structures, que ce soit l'association Maki et Agribio VAR, ont commencé à animer un groupe de travail pour définir ce projet de coopération. Donc ce projet, il a été réalisé une fois toutes les définitions des actions communes et locales mis sur papier, les dossiers déposés. Du coup, on a pu commencer le projet en 2020 et il a duré sur 2 années jusqu'en 2022. Alors, c'est bon, si je pouvais passer à la slide suivante. Petit rappel, et pour conforter un peu tous les propos qui ont été dits jusque-là, pourquoi coopérer? Qu'est-ce que les structures qui se sont engagées dans cette coopération ont recherché, au-delà de mettre en place
voilà, un dispositif qui était déjà existant mais voilà, enfin, ils ont recherché entre eux à gagner en compétences, à échanger les pratiques, à voir comment ce dispositif mis en place pouvait être adapté au territoire, puisque comme chaque outil, il faut l'adapter aussi aux dynamiques locales. Parmi les partenaires, les structures, donc il y a des associations, des groupements d'études, enfin voilà, je les ai pas cités, mais ils étaient sur la slide précédente. Euh, Ils ont chacun des compétences différentes et des manières d'intervenir. Donc il y a vraiment une recherche voilà, à travers les différents partenaires, d'aller chercher des méthodologies, des expériences, des choses à mettre en partage, en contribution, et puis bah, surtout animer des choses avec toute la convivialité possible, et puis à créer une nouvelle équipe à travers ce projet et les différentes actions. Bon, après, bah, il y a la recherche d'un soutien financier, hein, il est non négligeable. C'est pour ça aussi que on fait appel au programme Leader. Et, euh, et après, bah, l'appui aussi pour le montage du dossier. Donc, cette coopération, il a été défini donc de mettre en place un certain nombre, enfin dans la définition du projet, donc sont définies un certain nombre d'actions communes et d'actions locales, puisque comme a été dit, on n'a pas d'obligation à faire que des actions communes. Et le commun, il a fortement reposé sur la mise en place de partage d'expérience, mais aussi la mise en place d'une formation commune à toutes les structures. Avec cette fédération nationale d'Agribio, l'objectif c'était de former à la mise en place de ces défis foyer alimentation positive. Comment on sensibilise, comment on recrute, comment on met en place des animations. La seconde action commune, c'était de créer une mallette pédagogique à destination des différentes personnes, des différents foyers qui vont être recrutés pour mettre en place les défis, participer aux défis. Ensuite, bah, il y avait tout le volet d'expérimenter la mise en place de ces défis, donc avec des choses déjà connues, mais aussi la mise en pratique sur chaque territoire qui a différé. Euh, et après, bah, l'animation et la création des ateliers sur chaque territoire. Donc ça, c'était dans les actions locales, puisque chaque territoire est différent, chaque structure est différente. Et dans le recrutement des foyers, même si les techniques, les méthodologies sont communes, il fallait voilà, animer des ateliers spécifiques. Dans les ateliers, il y a eu des ateliers cuisine de sensibilisation à la nutrition. Il y a eu des visites auprès de producteurs locaux, d'artisans locaux. Il y a eu des randonnées avec des sessions de cueillette. Il y a eu des ateliers dans des jardins vivriers. Il y a eu des soirées culturelles qui ont été animées, des soirées jeux, du batch cooking. Enfin voilà, le tout autour de l'alimentation durable, avec comme objectif, comme principe de ces défis, donc d'informer, de sensibiliser et d'accompagner les personnes, les foyers recrutés pour participer à ces défis. Après, il y a eu tout l'accompagnement, donc parce qu'il y a eu aussi 2 sessions de recrutement. Enfin voilà, des appels à candidature. Alors on parle de foyer, c'est des personnes seules, c'est des personnes en famille, c'est des couples. Voilà, on parle plutôt de foyer. Euh, à l'échelle de toute la coopération, il y a eu environ 180 foyers qui ont participé au défi. Sur le Grand Briançonnais, sur mon territoire, il y a eu 49 candidatures et 31 foyers accompagnés. Voilà, il y a eu des refus où il n'y a pas possibilité d'accompagner tout le monde, un peu victime du succès aussi.
Voilà, l'accompagnement, donc c'est la participation aux différents ateliers qui sont autant d'animations qui sont proposées. Et c'est des accompagnements individuels par foyer pour éplucher les dépenses en termes d'alimentation, les factures, en quoi on peut faire des économies, en quoi on peut gagner voilà, en améliorant sa consommation, le choix des produits, etc. Donc il y a un volet à la fois sain et aussi économique. Que vous dire d'autre? Voilà, après, euh, s'il y aura des questions un peu plus spécifiques, là dans les éléments qui sont projetés, c'est aussi tout le retour dans la mise en place des activités communes entre partenaires, parce qu'il y a les actions donc locales où là il y a toute une dynamique qui a été mise en place avec les acteurs locaux, que ça soit la structure qui anime le projet, qui a gagné aussi en échange, en création d'un réseau auprès des producteurs, des artisans et des consommateurs. Et après, il y a eu tous les échanges entre structures partenaires de la coopération pour que chacun régulièrement fasse état de ce qu'ils ont mis en place, de ce qu'ils ont vécu, des difficultés. Et il y a une difficulté qui est pas moindre, qui a un peu pénalisé la mise en œuvre de ce projet, c'est que c'était les années Covid, si je peux les appeler comme ça, avec deux confinements. Donc pour la mise en place des actions, c'était un petit peu compliqué, surtout quand on parle d'alimentation. Il y avait besoin de se rencontrer, mais voilà, il y a eu un fort soutien aussi. La coopération a permis ça, de se soutenir entre structures pour pouvoir parer un peu à comment on fait. Et du coup, le projet a mis un petit peu plus de temps à être mis en œuvre, mais il y a eu un bon rebondissement et une bonne participation. Sur la dernière slide, enfin l'avant-dernière, c'est pour illustrer voilà cette fameuse mallette pédagogique qui a été co-construite entre partenaires de la coopération et cofinancée en soi, puisqu'elle a été voilà, réalisée en commun, financée en commun et distribuée à chaque foyer avec un certain kit alimentation durable. Donc voilà, avec certaines choses qui ont été distribuées à chacun des participants pour à la fois sensibiliser et puis mesurer aussi les efforts qui ont été faits pour répondre à ce défi. Il y a eu des choses, voilà, atelier jardinage plutôt sur Alpes près Alpes d'Azur. Euh, voilà, tout ça a été mis en commun et cette mise en commun, elle s'est traduite par une réunion. Alors, il devait y en avoir plusieurs au sein de la région, mais voilà, les conditions sanitaires n'ont pas permis de mettre en place tout ce qu'on voulait. Mais en tout cas, il y a eu un événement final qui a eu pour objet de rassembler tous les foyers disponibles. Les personnes se sont rencontrées à Fort-Calquier avec voilà un grand temps d'échange sur comment ils ont vécu ces défis, qu'est-ce que ça leur a apporté. Ils ont pu voir aussi des différences d'un gala à l'autre. Et le tout a été traduit par une vidéo qui a permis aussi de récolter tous ces témoignages. La vidéo, je pourrais communiquer le lien par la suite. Voilà. Après les partenaires, bon bah voilà, on essaie d'évoquer un peu les points forts et les points faibles. Alors c'est pas forcément de la réalisation propre du projet, c'est vraiment sur la coopération en soi. Des choses que j'ai déjà dit qui étaient visées hein, sur les échanges de bonnes pratiques, l'expérience nourrissante, le gain en compétences, de travailler entre partenaires. C'est ça aussi la plus-value de ces coopérations, c'est d'aller travailler avec des partenaires qui n'ont pas les mêmes pratiques, qui vont être peut-être plus sur de la mise en œuvre, de la sensibilisation, de la recherche aussi. Voilà, donc aller chercher des uns des autres vraiment toutes ces compétences et ces expériences à mettre profit, à mutualiser. Ça soutenait aussi la création de postes. Donc nous, il y en a eu un pour notre territoire, mais il y en a eu aussi, à défaut de création de postes, en tout cas
augmenter du temps de travail pour certaines structures. Donc voilà, et après, bon, bah, les points plutôt faibles, c'est que, bon, je rappelle le contexte Covid qui n'a vraiment pas aidé, mais c'est vrai que des fois, bon, bah, plus on est de partenaires, plus il faut aussi organiser la communication et savoir travailler ensemble. Euh, les temps de travail étaient peut-être un petit peu des fois décalés parce que chaque structure n'avait pas aussi les mêmes contraintes, les mêmes façons de travailler. Mais bon, là, on parle de 2 années. 2 années, il y a des choses qui sont passées quand même assez vite. Il y a des coopérations qui durent des fois un petit peu plus longtemps. Voilà. Après, donc le dispositif à la base existait aussi avec le soutien de la Fédération nationale. Les partenaires ont pu voir aussi que bah, voilà, ils ont vraiment adopté et adapté le dispositif à chacun des structures des territoires. Donc cette coopération, elle a vraiment permis de partir de quelque chose certes d'existant, mais d'en créer son propre outil d'accompagnement et d'animation territoriale. Voilà, bon après je m'attarde pas sur le côté administratif, lenteur et tout ce qui est un petit peu long. Mais voilà, on a su aussi bah, rebondir à cette crise sanitaire et proroger le calendrier de réalisation de quelques mois. Voilà, donc c'est toujours un petit peu long, surtout quand il faut faire circuler cet accord de coopération entre toutes structures et qu'on ne s'autorise pas forcément les signatures électroniques, etc. Mais on progresse d'un programme à l'autre, donc peut-être ces délais-là seront raccourcis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. On voit là notamment la dimension complémentarité entre les partenaires, complémentarité des expertises. On voit aussi là, je trouve que c'est une très belle illustration du lien avec la stratégie locale de développement. Vous aviez un PAT en cours, donc ça s'inscrit vraiment. Là, on voit que la coopération, c'est ce que disait Mathilde au début, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un moyen d'aller plus loin sur cet enjeu-là sur lequel vous voulez, sur ce champ sur lequel vous voulez investir sur votre territoire. Donc ça a été vous l'avez utilisé comme un outil pour aller plus loin. Et donc, vraiment, voilà. Il y a une première question pour toi, au-delà des petites félicitations emoji que je vois. C'est qui portait le projet de façon opérationnelle, des associations locales spécialistes de l'alimentation, les structures porteuses du PAT. Quel était le rôle des GAL? Peut-être si vous pouvez si tu peux remettre la toute première slide en fait où il y a les logos des différents partenaires. Donc voilà, parce que j'ai cité les GAL concernés et j'espère qui est donc sur le GAL Alpes et Préalpes d'Azur. C'est un groupement d'études spécialisé dans le développement rural pour soutenir bah, l'agriculture en montagne. Donc voilà, un peu plus au sens large agricole, mais voilà, avec un volet alimentation assez poussé quand même. Environnement et solidarité, c'est la structure qui est sur mon territoire, c'est une association qui est spécialisée dans la transition écologique, mais qui anime des ateliers justement sur les différents aspects de la transition, donc que ce soit l'alimentation, l'environnement. Et pour la petite histoire, ils ont dupliqué l'expérience sur des défis à foyer à énergie, enfin famille à énergie positive. Donc sur les traitements sur les questions de mobilité, d'économie d'énergie. Donc voilà, ils ont relancé, réitéré la mise en place d'autres défis sous le même format. GEDAR, c'est une association caritative, bah, pareil, sur la transition écologique, l'éducation populaire, et avec un volet spécifique, si je me rappelle bien, plutôt basé sur le compostage. Mais voilà, on reste encore dans l'alimentation. Agribio, bon, bah, je présente pas. Et Omaki, c'est l'association qui a été chef de file, qui est aussi en lien avec l'accompagnement des populations. Euh, sur son territoire, sur Haute-Provence-Luberon. Alors, ça veut dire, Caroline, pour prolonger la question, parce que voilà, c'est qu'aucune structure porteuse de GAL n'était partenaire du projet.
Et donc, dans ce cas, quel est le rôle d'égal quand c'est pas eux qui portent le projet de coopération? Parce que ça, c'est une question qui est très importante et on pourra compléter aussi de notre côté. Mais là, dans ton cas à toi, comment, voilà, quel a été ton rôle? Puisque chez toi, c'était, je sais plus quelle structure, le j'espère, je crois. Environnement et solidarité, Voilà, ouais. environnement et Oui. solidarité. Donc, quel a été ton rôle, par exemple, dans le projet? Est-ce que tu as participé? Est-ce que tu as, au-delà de, est-ce que tu as fait que l'administratif et le, voilà. Alors, c'est vrai que je l'ai pas précisé, le parc naturel régional du Luberon, qui est sur le GAL Hauts-de-Provence-Luberon, a émergé un petit peu au projet, puisque dans le cadre de la mise en œuvre du projet alimentaire territorial, c'est lui qui a un petit peu initié toute la définition, enfin la recherche des partenaires. Donc, en soi, il a été un peu plus impliqué dans la création de cette coopération. Après, légal, en soi, on a été par la suite, une fois les choses démarrées, on a été plutôt dans l'accompagnement administratif, montage du dossier. On a participé aux premières réunions pour voilà regarder un peu les différentes actions qui étaient proposées, qu'est-ce qui est éligible, qu'est-ce qui est bien de mettre en commun, qu'est-ce qui serait à mettre en œuvre plutôt de manière action locale. Voilà, en tout cas sur la thématique, après on n'est pas plus intervenu. Mais on est resté vraiment sur le côté plus-value de la coopération et comment mettre en œuvre le tout et s'assurer tout ce côté éligibilité des dépenses, comment les présenter, qu'est-ce qui peut se faire en commun, est-ce qu'il y a des commandes groupées, est-ce que des devis partagés, enfin voilà, toutes les questions qui ont été un petit peu posées jusque-là, on a dû y répondre une par une, en effet, oui. Ok, Oui, merci. Léa, il m'a semblé voir, Léa Cotroneau de La Rochelle, il m'a semblé voir que tu levais la main. Je ne sais pas si c'était une question à adresser à Caroline ou pas, mais le cas échéant, on Oui, n'hésite pas. c'était un petit applaudissement. Pardon, autant pour moi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions où je peux rapidement peut-être présenter le projet de coopération transnationale et on pourra avoir déjà on répondra aux questions liées, les dernières questions qui avaient lieu, mais aussi s'il y a d'autres questions de manière plus générale qui s'adressent à Caroline, vous aurez encore le temps. Caroline, tu restes avec nous jusqu'à midi. Voilà, merci. Donc le deuxième projet, bon, on reste dans le même, sur la même région, hein, et c'est un GAL. Si tu peux Oui. partager, Mathilde, s'il te plaît, la présentation. Donc Oui. donc normalement c'était le GAL du Luberon qui aurait dû le présenter, mais ils étaient hélas pas disponibles. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un projet Green Vinum, donc de coopération transnationale qui impliquait donc les territoires. Alors, des territoires. Non, alors pas la vidéo, plutôt. Je vais Pardon. commencer par le PowerPoint si tu l'as. Pardon, je me remets dessus. Euh, Et de toute façon, on vous enverra hein, tous les supports, les enregistrements. En attendant que Mathilde trouve le support, c'était un format PDF. Hein. Tu l'as, ouais. En attendant qu'elle trouve le support, n'hésitez pas aussi à regarder l'enregistrement d'hier, enfin pas sur le début parce que c'est le même, mais sur la partie des deux témoins, ça vous donnera, hein, pour ceux qui ont des besoins d'exemples, on avait deux témoins, deux témoignages différents sur d'autres secteurs, d'autres domaines, donc ça peut être intéressant pour vous nourrir, voilà. Et donc vous pouvez regarder la partie de l'enregistrement dédiée à ces enregistrements. Est-ce que tu la trouves ou pas? oui, je l'ai. Attends. Donc, c'est un projet de coopération donc, transnationale franco-grecque sur le thème, le temps que ça s'affiche sur le thème donc de la vigne, du vin et du changement climatique. C'est un projet que j'ai eu la chance au nom de Reka de suivre dans la mise en œuvre. Donc c'est pour ça que je vais quand même en parler en ayant bien suivi le projet. C'est un projet à la base qui est né, figurez-vous, aux rencontres nationales leaders de Tours, auquel j'avais invité un gal grec à venir. Et ce gal grec est venu quand même avec une petite idée de coopération. Il souhaitait, ils ont pas mal de vignerons dans leur territoire, donc c'est un territoire grec qui est au pied de l'Olympe. Donc la montagne des dieux quand même, hein, c'est peu dire dans le symbole. Et merci. Et si tu peux présenter, passer à la slide suivante, voilà.
Et donc, euh, et donc, ce territoire grec souhaitait, enfin, avait des vignerons qui sont confrontés à la question du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, et qui implique pour eux de repenser leur façon de faire, peut-être leur variété de vin, leur organisation, leur méthode, les questions aussi de réutilisation des déchets liés au vin, bref. Et du coup, ils m'ont dit, ils sont arrivés à Tours en me disant, Séverine, on voudrait vraiment trouver des partenaires français. Donc, en plus, je vous rappelle, pour ceux qui n'y étaient pas, ces rencontres nationales leaders qui étaient organisées à Tours, c'était un mois avant le confinement. Bon, tout va bien. Donc, c'est vrai que le projet, du coup, avait pris un peu de retard, mais finalement, on est parti avec. Donc, ce GAL grec s'était mis déjà avec un autre GAL grec qui était dans la région de Thessalonique, hein, qui couvrait deux GAL. Donc, il y avait trois GAL grecs et donc un GAL français, donc le GAL Haute-Provence-Luberon, et le porteur de projet était le syndicat des vignerons de l'AOC Luberon. Et donc, il y avait trois grands axes, donc efficience énergétique, gestion des déchets et adaptation au changement climatique. Slide suivante. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu évidemment des voyages d'études. Alors quand je dis des voyages d'études, c'est pas les GAL qui se sont déplacés seulement, ce sont les vignerons. Donc chaque territoire avait sélectionné des vignerons et à chaque visite d'études, on était là, enfin ils étaient là, les Grecs ils sont venus à 20 vignerons quoi. Il y avait du monde en Luberon. Et on a eu à la fois donc dans chacune des visites, hein, donc à chaque fois donc à chacune des visites, il y avait à la fois des visites, c'est-à-dire on allait rencontrer des vignerons, ils allaient échanger sur des techniques, sur des manières de distiller. Enfin, je rentre pas trop dans la technique, mais il y avait aussi une demi-journée dédiée vraiment à l'apport d'expertise. Donc, on avait eu, par exemple, côté français, une intervention de l'INRAE sur la vigne et le réchauffement climatique en 2050, ce qu'il en est, parce que ces territoires étaient vraiment des territoires un peu similaires en termes d'attitude et de réchauffement climatique. Alors, les structures demandeuses, je vois, à la base, c'était porté, comme je le dis, côté français, c'était Galles et l'AOC du Luberon. Voilà. Et côté grec, c'était les deux interlocuteurs, c'était les deux structures de Galles. Mais derrière, c'était les vignerons qui participaient donc au voyage d'études. Ensuite, en action commune, il y a eu deux gros travaux qui ont été menés. Donc, une bibliographie sur les bonnes pratiques sur les trois axes. Donc, comment on peut diminuer la consommation énergétique et réutiliser les déchets donc, dans une optique d'économie circulaire donc, liée au vin. Donc, il y avait ça. Il y avait l'adaptation au changement climatique. Quels sont les leviers? Est-ce qu'on monte les vignes en altitude? Est-ce qu'on change de cépage? Est-ce que voilà, tous les leviers? Et on avait des bonnes pratiques du monde entier. Donc ça a été fait par un bureau d'études grec, mais sur la base d'un cahier des charges commun entre les Grecs, les Français, voilà, et les Français. Ensuite, il y a eu tout ce qui est également un guide de bonnes pratiques qui a été fait. Donc là, une deuxième étude qui a été portée par, et là, c'est l'Institut français du vin qui avait été sélectionné qui a, sur la base de la bibliographie, on avait identifié les champs qui nous intéressaient particulièrement et donc qui ont été approfondis dans ce guide. Et puis, il y a eu toutes les actions de communication. Au niveau action locale, il y a eu chacun a mené des actions locales aussi en parallèle. Côté Luberon, ils ont fait donc une étude par l'INRAE sur vraiment très très précise sur l'impact du changement climatique sur leurs vignes à eux et une fresque du climat à destination des vignerons. Slide suivante. Les résultats concrets. Alors bon, découverte des deux côtés, vraiment des vignerons il y a eu une vraie rencontre humaine qui s'est faite et d'échange de savoir-faire. Et malgré la langue, hein, au début, il a fallu passer la demi-journée où tout le monde se regardait un peu dans le blanc des yeux. Alors on avait l'appui d'un traducteur, hein, mais en fait très vite, les vignerons ont commencé vraiment à échanger entre eux sur les savoir-faire et comment tu tailles, est-ce que tu laisses le couvert végétal entre deux rangs de vignes, etc. Du côté, j'allais dire français, eh bien, ils vont intégrer probablement un cépage grec dans leur AOC du Luberon qui est autorisé, donc la Certico, donc un vrai impact, un vrai résultat. Et côté grec, ils envisagent de mettre en œuvre parce que ce qu'ils ont découvert aussi, c'est les coopératives. Ils n'ont pas du tout ce système de mutualisation, d'outils de travail. Et du coup, ils ont complètement, ils ont intégré, ils sont en train, pardon, de développer donc cette coopérative côté grec. Bon, les points négatifs, la lourdeur administrative,
mais j'y reviens pas, commune à Caroline. Alors moi qui ai suivi le projet, évidemment, là, les vignerons, ils sont dans les starting blocks, ils demandent déjà la suite du Green Vinum 2 en élargissant au nombre de pays pour aller voir d'autres cas aussi de pays. Donc on resterait sur un partenaire gréco-français, enfin en tout cas il y a cette volonté hein, à voir après et à étendre notamment Espagne, Italie, côté Méditerranée. Donc l'INRAE était focus sur la partie française. Donc oui, l'étude de l'INRAE, typiquement, quand je dis ça, c'était le côté français, c'était du coup l'action coopération. Elle était intégrée dans les dépenses de coopération du GAL du Luberon, dans ses actions de copé, mais c'était une action uniquement française. Donc il y a eu les actions communes, qui étaient les deux grandes études, plus les workshops, enfin les visites et les ateliers. Ça, c'est la partie commune, action commune. Et dans la partie, et chaque GAL, en plus, a ajouté dans son propre projet des actions locales qui étaient notamment pour le Luberon, cette étude de l'INRAE. Donc oui, elle était intégrée dans les dépenses de coopération et en tant qu'action, voilà. Juste, bon, il y a une vidéo, mais on n'aura pas le temps, je préfère qu'on réponde aux questions. On vous enverra deux vidéos qui illustrent très bien ce projet, dont le témoignage d'un vigneron grec qui est assez intéressant, je trouve, qui montre aussi comment lui, il a vécu ce projet, donc Yanis. Et puis, on a aussi une vidéo de présentation générale du projet qui avait été faite quand la délégation, les vignerons grecs sont venus dans le Luberon. Donc, vous pourrez regarder, on vous les mettra dans le kit du webinaire. N'hésitez pas, c'est aussi des illustrations avec des paroles d'acteurs qui sont toujours plus percutantes que quand nous, on vous raconte. Voilà un peu ce projet. Mais là, vraiment, l'impact est vraiment observable au même titre que Caroline. Hein. C'est vraiment des projets qui ont été bien préparés et qui, du coup, ont un impact très fort. Il y a un impact direct sur les vignerons du territoire, enfin des territoires, en l'occurrence aussi côté grec, avec des transformations de pratiques à la fin de ce projet, quoi. Et Yanis, dans sa vidéo, dit très bien, je suis pas le même avant le projet qu'après le projet. Et je pense que ça, c'est une parole qui est plutôt, qui montre l'impact que peut avoir le projet. Voilà pour l'illustration de ce projet transnational. Mais voilà, je préfère qu'on se concentre peut-être sur les questions et il n'y a pas de souci hein. Vous étiez bien le porteur des dépenses. Alors, j'ai un doute si c'était pas l'AOC du Luberon, Marion. Là, par contre, je sais plus. Je sais plus si c'est le GAL qui a tout porté les dépenses ou si c'est l'AOC du Luberon qui a porté. Mais ça, là, ou les deux d'ailleurs. J'avoue, comme moi, je me suis pas occupée du suivi financier et administratif du projet, je ne le sais pas. Mais dans Et l'absolu, tout serait possible. Hein. Les deux pourraient être possibles. moi, je me permets juste de prendre la parole, mais parce que c'est vrai que moi, j'aurais du mal à justifier le fait que notre GAL porte des dépenses sur un projet comme ça, en fait, à quel titre, pour quelles compétences. Voilà, c'est juste ça. À partir Mais du moment après, où votre projet il est dans le lien, en lien avec votre stratégie du local de développement, ça fait partie du, tu vois. ah oui, ouais. Je veux dire Ouais, là, mais là, ouais, il travaille sur la question, le Luberon, il travaille beaucoup sur la question de la transition énergétique, la transition écologique, etc. Je veux dire, les vignerons, c'est un gros secteur chez eux. L'avenir de la vigne, c'est un secteur économique fort pour eux. mm, L'impact du changement climatique est fort pour eux. Ça allait de soi que de toute façon, ils travaillent sur ce thème-là. Et ils le travaillent d'ailleurs, ils le travaillaient avant d'aller voir ce projet. La d'accord. dimension nationale a apporté a ouvert d'autres horizons, quoi. Ouais. Ok, merci. Et c'est pour ça qu'on dit que le projet, il doit être s'inscrire dans la stratégie. À partir du moment où il s'inscrit dans la stratégie, il n'y a aucun souci ensuite hein, là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Caroline avant qu'on reprenne la liste des précédentes questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce projet ou sur le projet de Caroline ou... Peut-être je peux compléter quand même Ouais, parce que c'est vrai que ce portage d'une coopération par le GAL, c'est déjà une terminologie qu'on a un peu du mal des fois à, à entendre parce que un GAL ne porte pas un projet, enfin en tout cas en France. C'est la structure porteuse du parfait. GAL qui peut émarger et participer au portage du projet. Donc dans l'exemple donné là, euh, parce que le GAL Haute-Provence-Luberon, c'est même enfin, c'est un coportage parce qu'il y a le parc et il y a le pays anciennement. Enfin bon, mais
à partir du moment où la structure porteuse du GAL, dans ses champs d'intervention, dans ses compétences, dans ses missions, ça correspond aux actions qui sont développées dans le projet de coopération, peut très bien porter financièrement, participer financièrement au projet. Voilà. Après, c'est vrai que souvent, bah, on dit rapidement, bah, c'est le GAL qui participe au projet, mais voilà, il peut y avoir euh, voilà, enfin, il y a différents portages. Et dans moi, le projet que j'ai présenté, c'est vrai que il y a une association par GAL qui a été porteuse et partenaire du projet. Léa, tu as une question. Oui, moi je voulais un petit peu savoir comment se positionner en tant qu'animatrice, animateur de GAL dans ces projets de coopération qui peuvent être parfois des projets très techniques et reposer sur les services ou d'autres structures. C'est des sujets qui peuvent être très techniques et qui peuvent nous dépasser totalement. Et du coup, je me demandais un peu quel pouvait être notre rôle et qu'est-ce qu'on pouvait apporter finalement en plus de juste la gestion administrative en fait et le suivi administratif du projet de coopération. Voilà, merci. Je vais peut-être laisser Caroline en tant qu'animatrice répondre pour elle, et puis moi je peux pas m'empêcher aussi de compléter si c'est possible, et Mathilde si tu veux aussi. Alors, bon, on gagne en compétences à chaque projet, de façon de coopération ou pas, on découvre des choses. C'est vrai qu'à la base, dans nos métiers d'animateur, on n'est pas forcément technicien spécifique sur tel et tel sujet. Bon, voilà, encore une fois, puis il y en a certains qui nous plaisent un peu plus, selon si c'est des produits à consommer ou de la haute technologie. Voilà, on est plus ou moins à l'aise. Par contre, dans l'organisation des équipes techniques leaders, donc on a parlé de postes d'animateurs, de gestionnaires, il y en a qui sont spécifiques sur la communication, mais il y a aussi des fois des postes qui sont créés pour la coopération. Après, on peut traiter certaines thématiques plus spécifiques, et après, dans vos structures porteuses, peut-être qu'il y a des collègues chargés de mission qui travaillent sur des sujets plus ou moins précis et qui pourront être peut-être d'appui technique pour justement accompagner ce porteur de projet sur des sujets très spécifiques. Après, bah, il y a des structures partenaires, quand il y a des parcs, quand il y a enfin voilà, qui peuvent avoir aussi des compétences sur lesquelles s'appuyer. Dans les comités techniques qui sont mis en place, peut-être que vous avez des comités de communes, des partenaires, enfin voilà, où il y a des techniciens qui peuvent apporter aussi ces, 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 ces compétences thématiques. Voilà. Après, je sais pas si je réponds assez. Puis après, bah, il y a des cellules, ATMAC, ou des, des structures d'accompagnement, les réseaux ruraux, qui sont là aussi pour peut-être appuyer sur des sujets. On va y revenir en effet au soutien. Si je peux compléter, en effet, il n'y a pas il y a pas une règle, j'allais dire officielle, de dire quel est votre rôle quand c'est pas la structure porteuse du GAL qui porte évidemment. Moi, mon conseil de mes 20 ans de copé, c'est que vous êtes le garant un peu, vous êtes l'animateur de votre stratégie locale de développement. Donc pour moi, essayez d'aller, alors je rejoins tout à fait ce qu'a dit Caroline, hein, évidemment ça va dépendre aussi des thèmes, etc. Mais pour moi c'est important que vous suiviez le projet, même si vous n'êtes pas expert du thème, même si, alors ça veut dire quoi? Ça veut pas forcément dire là, être là à toutes les rencontres, etc. Mais être là à certains moments jalons très importants du projet, à des rendus intermédiaires, ou même participer quand les partenaires, soit européens, soit viennent sur le territoire, bah, être là déjà et contribuer à l'accueil. Parce que n'oubliez pas aussi, au-delà du projet, que moi je connais des territoires, ça s'est tellement bien passé avec leurs partenaires transnationaux que ça fait 15 ans qu'ils coopèrent avec sur d'autres thèmes au fur et à mesure qu'ils évoluent. Donc c'est ça aussi, c'est découvrir des partenaires qui pourront peut-être devenir aussi des partenaires privilégiés de votre territoire sur d'autres thèmes. Donc profitez de s'ils viennent à un moment une rencontre, bah, que vous soyez là, que vous organisiez peut-être un soir voilà une rencontre pour présenter au-delà du projet plus largement votre stratégie, vos enjeux de territoire, et puis comme ça au repas, bah, ah bah tiens, ça pourrait donner lieu à une autre piste. Donc pour moi, il y a vraiment deux choses. Il y a un,
vraiment, vous êtes le garant de votre stratégie, donc il faut garder le lien et vous assurer que le projet, même si c'est pas la structure porteuse du GAL qui le porte, eh bien, vous assurez le lien avec la dynamique, les autres acteurs de ce thème-là du territoire, vous faites le lien parce que vous êtes le chef d'orchestre de votre territoire un peu. Et puis deuxièmement, bah, pourquoi pas engager une relation, voir dans quelle mesure ce partenaire, il pourrait pas à un moment s'inscrire un peu dans la durée sur d'autres thèmes, etc. Donc voilà, pour moi, il faut pas être juste là pour faire le suivi administratif, mais incrustez-vous, quoi. Si je puis dire, dans le projet. Enfin, vous n'avez pas besoin de vous incruster, mais voilà. Merci. Léa, je vais aussi relayer ce que Camille a mis dans le chat du GAL Pays de Brest. L'animateur peut apporter aussi l'appui linguistique aux porteurs de projet, moins à l'aise avec les langues étrangères. Ok. Et moi, je relève quand même aussi souvent le rôle qui est important au démarrage, parce que en fait, même quand il y a rencontre, souvent l'équipe technique a vraiment un rôle important pour que se dessine le projet, Hmm. effectivement. C'est-à-dire avant que ça se dessine précisément, pour à la fois laisser ouvert des pistes, on a parfois hein, des porteurs de projets qui arrivent à nous avec des idées très précises, très saucissonnées, très ficelées, et où en fait on se rend compte que il faut monter peut-être un peu plus, faire monter un peu plus en puissance le projet de coopération. Ça peut être un aspect, ça peut être via de la mise en relation, de la mise en réseau, hein, en fait, avec les bons acteurs, auprès des bonnes institutions relais, Donc il y a vraiment un rôle pour que le projet prenne toute sa place, rayonne bien de la bonne manière, en fait. Euh, voilà. Et quand le travail est effectivement bien fait, on obtient une reconnaissance à l'échelle parfois nationale, parfois internationale. Donc c'est très positif aussi pour les équipes en place. Merci beaucoup. Et Alors, je propose. Ouais. ouais, vas-y Séverine, je crois que j'allais dire la même chose que toi. Je t'en Je prie. propose qu'on revienne aux questions auxquelles on n'avait pas répondu et auxquelles, Caroline, tu pourras aussi d'ailleurs contribuer sur les préalables juridiques au montage d'un projet de coopération. Donc, alors là, c'est pareil, je vais vous faire une réponse qui va pas être systématique puisque la validation d'un projet de coopération peut être différente d'une région à l'autre là aussi, puisque certains le font passer 2 fois en comité de prog avec un avis d'opportunité et après l'engagement juridique, d'autres le font qu'une fois. Bon, bref. Ce qu'il faut faire en général, l'ordre en tout cas dans les projets de coopération, et Caroline, tu pourras peut-être témoigner, voilà, c'est un, il faut que chaque partenaire le passe au moins pour avis d'opportunité, pour ceux qui l'ont en tout cas en comité de programmation, chaque partenaire. Hein, donc voilà. Et ensuite, c'est là que vous allez pouvoir engager et commencer à faire circuler en général l'accord de coopération. Voilà. Caroline, chez toi, ça s'est passé comment? Alors, nous, région sud, on a la phase d'avis d'opportunité, en effet, qui n'est pas forcément réalisée dans chaque région. Euh, Chaque partenaire enfin, oui, partenaire qui présente son projet devant le GAL concerné. Et ensuite, bon bah après, enfin même fonctionnement que pour des projets locaux, hein, vote des cofinancements et après programmation du projet. L'accord de coopération, donc, euh, il était différent même d'une région à l'autre sur certains petits alinéas. Je ne sais pas sur 23-27 Je si vais pouvoir répondre là-dessus. voilà, hein. Ce document, en tout cas, alors, euh, c'est sous forme de convention où chaque partenaire établit les actions qu'il veut réaliser, les dépenses. Il a son importance dans le sens où c'est le document qui va mettre d'accord chaque partenaire sur qui fait quoi, qui dépense quoi. Voilà. Après, il y a une annexe financière qui est prévisionnelle. Le calendrier est lui aussi prévisionnel. Ensuite, libre à chaque, enfin en tout cas nous dans notre région sud, libre à chaque partenaire de faire autant d'avenants qu'il le juge nécessaire. Mais on a quand même des termes de prévisionnel qui sont mis en place et que si
enfin voilà, si les accords sont bons, il n'y a pas besoin de faire d'avenant sur avenant. Voilà. Mais je te laisse Ouais, compléter pour comment ça va ouais, se passer, parce que je voudrais quand même rappeler d'abord que l'accord de coopération, c'est un document juridique. Il engage juridiquement les signataires. Donc il y a même un article hein, qui est en cas de conflit, tu indiques les tribunaux, etc. Bon. Après, j'ai jamais vu, je vous rassure, enfin en 20 ans de copé, je crois que j'ai jamais vu un projet de copé qui se finissait au tribunal, mais bon, je ne sais pas si ça a eu lieu quelque part en Europe, mais en tout cas, à ma connaissance, non, je vous rassure. Néanmoins, c'est quand même un document officiel juridique qui a donc, a priori, est signé pour ceux qui ont deux passages en coprog entre les deux passages, en général. Mais après, il n'y a pas de règle vraiment, mais il faut un moment, et c'est pour ça que l'annexe financière, elle est provisoire, puisque après, vous allez passer quand vous allez passer en engagement, il peut y avoir des variations quoi, de budgétaires. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc il engage donc les signataires, donc c'est pas à prendre aussi par-dessus la jambe. Et après en termes de alors attendez, parce qu'en même temps je regarde la question qui a été posée sur donc ça on a répondu à la première question liée à ça. C'était, je crois qu'il y a du mal à saisir les implications qu'il y a derrière un accord de coopération. S'agit-il d'une obligation dès que deux GAL interviennent sur un même projet? Donc l'accord de coopération, il est obligatoire dans le cadre d'un projet de coopération. Même si vous coopérez avec un territoire non GAL, il faut que vous l'ayez. Ça, c'est nécessaire pour engager des dépenses au titre de la coopération, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Sinon, cela apporterait-il un avantage par rapport... Bon, bah du coup, non. Donc, il est obligatoire. Ensuite, on a, alors, dans le cadre du réseau ATMAC, au-delà de l'appui individualisé qu'on va vous représenter dans quelques temps, dans quelques minutes, pardon, on réunit, enfin avec le ministère, on réunit les AG et ou réseaux régionaux 3 fois par an pour justement échanger sur les modalités de coopération, essayer de voir un petit peu ce qui pourrait être mis en commun. Donc on est par exemple en train de faire des fiches de procédure coopération qui montreraient comment se passe la coopération dans chacune des régions, donc voilà, pour essayer de faciliter la tâche. Et on a travaillé à la réunion d'octobre à l'élaboration d'un accord de coopération, d'une trame d'accord de coopération. Alors elle n'est pas obligatoire, en fait il n'y a pas une trame obligatoire à respecter, mais on s'est dit que pour simplifier le travail, on pouvait mettre à la disposition des AG et du coup des GAL cet accord de coopération. Donc on vous propose de le joindre à l'envoi qui vous sera fait, que vous recevrez par vos AG et ou réseaux régionaux, hein, comme vous avez eu l'invitation. Ça passera par eux, puisqu'on n'a pas tous vos adresses mail. Donc voilà, ça passera par eux et on propose de le mettre dans le kit d'envoi. Après, vous pouvez ajouter des éléments. Vous pouvez, voilà, il y a pas un modèle qui est imposé, sachez-le. Après, il y a un minimum d'infos obligatoires, évidemment. Mais voilà, justement, on a voulu favoriser favoriser ça. Voilà. Il y a encore une question qui se pose. Bon, il y a Camille qui demandait où on peut trouver un modèle d'accord de Voilà, vous coopération. Là, je crois recevez. que tu viens de répondre. Mais il y a encore une question de Julie à ce sujet qui dit donc la structure porteuse de Galles est-elle forcément Alors, signataire même si elle ne porte pas de dépenses? alors, ça dépend des régions. Et donc là, je vous refais. Néanmoins, moi, je vous invite à signer même si vous ne portez pas de dépenses. Parce qu'à nouveau, vous êtes le garant de la stratégie locale de développement et donc ça implique après que vous le suiviez. Mais je sais que dans certaines régions, c'est pas rendu obligatoire. Moi, je vous invite fortement à le faire. Voilà. Ça sera ma réponse. oui, normalement, enfin après, je sais pas si ça sera bien spécifié dans la trame à venir, mais il faut rappeler en fait, le GAL à minimum doit être indiqué et signataire de, oui, la structure porteuse du GAL doit signer. Moi, je le recommande fortement et je crois que nous, c'était obligatoire, en tout cas dans nos accords de coopération jusque-là. Après, dans les documents juridiques, il y a la convention d'attribution de l'aide FEADER qui est contractée par le GAL avec le porteur de projet.
ou la structure porteuse du GAL si c'est elle qui porte le projet. Et dans cette convention d'attribution du FEADER est notifié et référé l'accord de coopération. Voilà. Donc après, c'est un document juridique encore plus fort aussi, puisque c'est celle qui prévoit l'attribution du FEADER, mais, euh, mais elle réfère bien à l'accord de coopération. Donc les deux documents sont bien liés et je pense qu'à l'avenir, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là aussi. Merci, Et Caroline. peut-être une dernière question, puis on abordera après la question du Soissonnais sur les outils, hein, je propose. Exactement. Et là, il disait pour les GAL ayant déjà fait de la coopération, comment avez-vous présenté le projet de coopération à votre GAL CoProg? Avez-vous sondé les membres pour savoir s'ils avaient des idées, des envies de coopérer sur des thématiques particulières, ou avez-vous directement présenté l'opportunité de coopération dont vous aviez connaissance? Caroline, est-ce que tu veux témoigner? Puis je pourrais apporter le témoignage aussi des témoins d'hier notamment. Alors, au niveau de l'animation du coprog, on peut toujours proposer, s'il y a des membres du comité de programmation qui veulent faire un groupe coopération où on échange un peu plus sur certaines thématiques. Après, normalement, dans notre stratégie qu'on a définie, on a peut-être ciblé, fléché déjà des pistes de projets de coopération ou des thématiques sur lesquelles on voudrait coopérer plus que sur d'autres. Euh, Moi, j'ai déjà proposé plusieurs fois à mes membres de coprog s'ils voulaient faire une cellule spécifique. Je n'ai pas forcément trouvé de candidats, mais en tout cas, c'est des sujets qu'ils aiment bien aborder quand même au sein de séances. Donc, voilà, pas forcément une constitution de groupe, mais en tout cas, il faut en parler lors de vos réunions. Parce que qui dit coopération dit souvent une délégation où on peut amener des gens sur d'autres territoires et pourquoi pas amener des membres du coprog. Voilà. Après, euh, on peut aussi faire des échanges entre coprog de plusieurs territoires. Voilà, même en vidéoconférence ou autre. Donc, il faut vraiment les embarquer là-dedans, surtout qu'ils sont peut-être aussi des futurs potentiels porteurs de projets de coopération. Et après, comment on présente les projets? Ben, moi, c'est la même présentation que tout projet. Par contre, si les coopérants, les partenaires sont pas trop loin, et même s'ils sont loin, assez favorable à ce que les partenaires viennent présenter le projet ensemble devant le coprog et pourquoi pas avec un accès qui participe en visio pour montrer la plus-value de la coopération que les membres du comité voient tout de suite les différents partenaires impliqués. Bon, après, si c'est une coopération transnationale, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais pourquoi pas proposer aux membres du comité de participer à un temps d'échange, de présentation en dehors du coprog. Est-ce que j'ai répondu à toute la question? Oui, merci beaucoup. Et tu les avais sondés pour savoir s'ils avaient des envies au-delà de ce que vous aviez déjà mis dans la candidature, dans la construction de la stratégie? Bah, là, on en a reparlé dernièrement, oui. Surtout que dans ma stratégie, alors je suis pas en train de faire une annonce ou un appel, mais on voudrait travailler sur le numérique éco-responsable et on se dit que pour être très efficace, il faudrait aller voir vraiment ailleurs ce qui se passe. Et donc, parce que je sais pas si je vais arriver à sortir quelque chose très très local, mais en allant chercher ailleurs, peut-être que je vais trouver ma solution via la coopération. Donc voilà, on en a reparlé jusque-là. Après, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut coopérer que faut arriver à canaliser, oui. Oui, donc peut-être pour compléter, je rejoins totalement ce qu'a dit et les propos de Caroline, hein. Je pense qu'il faut embarquer le plus tôt possible des membres du CP, donc partager avec eux ça. Après, moi, je vous invite aussi, euh, si vous les sentez un peu complètement loin de ça et pas du tout, qui n'y voient pas l'intérêt, déjà, c'est de faire témoigner, je sais pas, l'élu du territoire d'à côté s'il a fait de la copé à l'occasion d'un coprog, hein, les élus qui parlent aux élus ou un membre de CP qui parle aux autres membres de CP, ça peut être un atout. Deuxième chose, vous pouvez aussi être, en tant qu'animateur, si vous les sentez un peu désarmés vis-à-vis de ça, vous pouvez être un peu porter un peu la dynamique et en disant bon bah voilà, je sais pas, j'ai un
Je prends un exemple fictif. Dans votre nouvelle stratégie, vous avez un nouvel enjeu, un nouveau domaine, un nouveau champ thématique. Vous sentez que c'est un gros enjeu pour votre territoire, mais vous voyez bien que les acteurs à chaque coprog, ils tournent un peu en rond et on ne sait pas comment faire émerger des projets ou comment par quel bout prendre la chose. Bah, peut-être que là, vous pouvez vous dire, ah, sur ce thème-là, la copé, elle peut nous apporter quelque chose. C'est-à-dire aborder la copé, pas par l'angle copé, mais l'aborder thématiquement en disant c'est un outil qui va pouvoir peut-être nous aider à défricher ça. Ou alors ah bah tiens sur la mobilité on n'arrive pas à se renouveler, on sent qu'il y a un enjeu. Je parle de ça parce que la mobilité en zone peu dense, je crois que c'est un enjeu pour beaucoup. Et typiquement, ça peut être quelque chose, en effet, qui est abordé de manière thématique, en disant, bah, voire même vous arrivez avec un mini benchmark en disant, bah, déjà, j'ai repéré, il y avait des gars finlandais qui ont travaillé là-dessus, des Danois qui ont fait ça, pour montrer la différence et comment ça pourrait apporter à votre territoire peut-être d'aller s'engager dans la coopération sur ce thème-là. Voilà, moi, c'était ça que je voulais vous dire. Et aussi, vous partagez une bonne pratique qui a été présentée par Myriam Legendre hier de d'Inno Agglomération. Et elle disait qu'elle avait été reçu 3 sollicitations de 3 porteurs de projets différents pour des projets de copie, 3 idées très différentes, 3 champs différents. Et elle m'a dit, bah, en fait, j'étais un peu embêtée parce que je me suis dit, est-ce que je présente les 3 au comité de prog? Est-ce que ça fait, bon, eux, ils ont une très grosse enveloppe copée, hein, puisqu'ils ont fait le choix de mettre 15% de leur enveloppe sur la coopération. Mais néanmoins, et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un quiz en numérique, enfin un quiz comme on a fait au début Slido, là, Slido ou équivalent, et elle leur a dit, voilà, pour vous, la coopération, voilà sur quel thème, à votre avis, en priorité, faudrait aller, et ils ont cliqué sur les 3, il se trouve, sur les 3 thèmes, notamment qui couvrait donc les 3 projets qui étaient remontés. Donc bon, il se trouve que là il y avait concordance, mais elle les a testés quand même, voilà, sur les enjeux de la coopé et sur les thèmes sur lesquels ils pensaient que la coopération pouvait apporter quelque chose. Voilà. Peut-être juste parce qu'il nous reste. Il y a une question du centre Vienne. Oui, allez-y. Oui, désolée. Par rapport à ce que vous venez de dire, ça veut dire que du coup, les critères de sélection ne sont pas appliqués sur les projets coopés? Parce Si, que, après, évidemment, ça c'était j'allais dire un peu en amont. Parce que là, c'était 3 premières prises de contact, hein, c'était pas encore 3 dossiers, c'est 3 premières d'accord. prises Donc, de c'était pas contact. des refus, en fait, Non, non, officiels. non, 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 non. Tout à fait. D'accord. Non, non. Là, c'était 3 idées un petit peu. Et avant de se dire, on va continuer à travailler avec le porteur là-dessus, parce que ça prend un peu de temps quand même, Oui, bien sûr. voilà, est-ce qu'on se dit C'est pour que sonder en amont, un d'accord. peu sonder en amont en disant, est-ce qu'on est OK d'aller, voilà. Non, Ouais, non. pour pas faire travailler des Sinon, partenaires sur une thématique alors que, ok, voilà, d'accord. exactement. Merci. Sachant qu'évidemment, sinon, ça s'applique, la transparence est obligatoire pour tous Ok. les projets, y compris la copie, hein. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut partager les 2 dernières slides, c'est Oui, juste sur l'appui et ça permettra de répondre à la question du Soissonnais qui, je pense, est la exactement. seule question à laquelle on n'a pas répondu, mais il vous sera toujours temps Exactement. de nous rappeler, hein. On peut aller jusqu'à midi 5 si nécessaire, hein, je pense, si vous n'êtes pas encore mort de faim et vous n'êtes pas. Peut-être pour rappel, la question du Soissonnais, tu veux bien nous la relire parce que voilà, pour ceux Je qui l'ai nous plus, mais disent. c'était ce qu'il existait une plateforme, voilà, où sont recensées toutes les initiatives de coopération à l'échelle nationale, voire UE passée, plus les appels à projets pour la nouvelle programmation, ou à minima les différents thèmes portés par chaque stratégie territoriale pour sélectionner les territoires similaires aux nôtres. Donc, on va pouvoir. Je propose qu'on présente rapidement nos slides et on répond à ta question ensuite. Enfin, on pourra y répondre même au fur et à mesure. En effet, parce qu'on voulait pas vous laisser repartir sans rappeler en fait ce qui existe à votre service, au service de la coopération en accompagnement. On a cette appui au niveau national, hein, encore une fois, qui est proposé par le Réseau national agriculture et ruralité, hein, à l'initiative, on l'a dit beaucoup, hein, donc du ministère de l'Agriculture, mais en l'occurrence par l'intermédiaire de Hanan Al-Halipous. Et en l'occurrence, dans cet appui niveau national qui est proposé, il y a un appui dit individualisé
qui se fait à distance, qui est mobilisable à distance, donc via des conseils téléphoniques en visio, qui vous permet en fait d'avoir accès à des personnes ressources. En l'occurrence, jusqu'ici, donc cet appui était assuré donc par nos soins et avec Anne Rioux, hein, qu'évoquait aussi Séverine en début de réunion. Donc on était toutes les trois à votre disposition. Cette prestation, ce marché, hein, cet appui national, il est prévu qu'il se poursuive. Il a été en tout cas relancé. Il y a une procédure de sélection actuelle qui se poursuit. Donc vous aurez à nouveau des interlocuteurs. Pourquoi? Pourquoi? Pour des interlocuteurs à mobiliser, bah, pour définir votre projet de coopération. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de revenir sur les fondamentaux de la coopération leader parce que c'est pas encore clair, ou parce que vous avez déjà des pistes, que vous savez pas comment peut-être sensibiliser les acteurs de votre territoire, sensibiliser les membres de comité de programmation à la COP, ou, ou tout simplement pour euh, établir ce que pourrait être un projet de coopération. Ça peut être également un appui à l'identification des partenaires des partenaires français comme étrangers, hein. Ça peut être un appui dans la rédaction d'une offre de coopération pour dire, eh oh, nous, on aimerait, on réfléchit à aller là-dessus, cherchons partenaire, hein, voilà. Ça peut être sa traduction, un appui dans sa diffusion. Ça peut également être un appui à l'organisation d'une première rencontre. Comment on s'y prend, sur combien de temps, qu'est-ce qu'on aborde, comment techniquement on anime tel ou tel sujet. Ça peut être des conseils méthodologiques à différents stades en fait du développement du projet. Ça peut encore une fois être un renvoi vers plein de ressources, donc des exemples de projets, des exemples d'actions communes, des exemples de kits de communication qui ont été développés. Enfin voilà, je vais un peu loin pour vous présenter tout ça, mais c'est typiquement quelque chose qui, donc encore une fois, devrait être maintenu pour l'année 2025 et la suite. Et donc, du coup, vous avez la possibilité de solliciter cette aide-là euh, qui, euh, voilà, qui va à nouveau être mise à votre disposition. Séverine, je te laisse présenter celle-ci ou Tout à je... fait. Alors, sur la suite, donc au-delà de cet appui individualisé donc, qui va être relancé, donc vous aurez des nouveaux noms d'interlocuteurs dès que les nouveaux prestataires seront retenus. Donc, vous avez également au niveau régional un appui possible, alors qui est aussi variable selon les régions hein, et selon l'organisation que les autorités de gestion ont choisi. Ça peut être par l'AG, ça peut être via les réseaux ruraux régionaux. Là, je crois que j'ai repéré deux réseaux aujourd'hui, Aude de la Nouvelle-Aquitaine et Martha de Normandie. Il y en a peut-être d'autres également, mais voilà, qui sont aussi des interlocuteurs qui à la fois participent aux réunions, par exemple, avec les autres réseaux et les autres AG, et où la coopération est abordée notamment. Donc, on travaille aussi on essaie de travailler à la création d'outils, comme par exemple l'accord de coopération commun, des fiches procédures qui expliquent comment se passe la coopération dans chacune des régions, pour essayer de simplifier, de fluidifier tout ce travail. Et puis, certains peuvent aussi font également des webinaires, des formations, on prévoit différents types d'activités. Donc ça, c'est au niveau régional et ça dépend évidemment de chacune des régions. Et enfin, à l'échelle européenne, il y a ce qu'on appelle le CAP Network, donc réseau PAC, hein, politique agricole commune. Et ce réseau, il a une partie leader et une partie coopération. Et donc, dans la partie leader. Donc, je vous ai mis le lien. Tout. Alors, je sais bien qu'on est déjà en 2025, mais néanmoins, il n'y a toujours pas de base de données pour déposer ces offres, ces idées de coopération. Néanmoins, je vous ai mis un lien vers la page. Donc, vous avez le lien ici sur le premier lien, c'est le lien vers la page. Donc là, vous aurez quand même, ils sont en train de faire un annuaire de tous les GAL européens avec du coup les thèmes de leur stratégie. Et vous avez également, pour l'instant, l'adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer votre offre de coopération transnationale pour l'instant, mais il va y avoir rapidement, cet outil sera rapidement, l'outil de recherche de partenaires transnational devrait rapidement voir le jour.
Voilà. Et ce que j'ai oublié de dire aussi au niveau régional, il y a certains réseaux aussi qui ont mis en place des bases de données de l'orgal, je pense, et qui avec une présentation des grands thèmes de leur stratégie. Je pense notamment à la Nouvelle-Aquitaine et l'outil est disponible sur leur site avec un outil interactif où sur chacun des GAL vous avez les contacts mais aussi les thèmes de leur stratégie. Je pense aussi à la région Sud qui a développé aussi un outil ou une publication, pardon, qui présente l'ensemble des GAL et également leur stratégie de mémoire. Enfin voilà, donc selon les réseaux aussi, vous pouvez avoir des outils. Et dernière chose, pour trouver des partenaires aussi, puisque c'est la question qui nous a été posée hier, pour trouver des partenaires de coopération, donc au-delà de ce que je viens d'évoquer, bon, vous avez aussi le site du RNAR qui est en train d'être mis à jour et il y aura une rubrique coopération notamment qui va voir le jour, où il y aura la possibilité sans doute de déposer des annonces de coopération interterritoriale, donc entre Français là. Mais néanmoins, n'hésitez pas aussi à en parler à vos membres de comité de programmation. Régulièrement, les gens ont des réseaux de par leur activité en parallèle professionnelle, associative, que sais-je. Il n'y a aucun territoire qui n'a pas de contact en fait avec l'extérieur. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi certains réseaux thématiques. Vous pouvez vous rapprocher de réseaux thématiques nationaux, voire européens, je sais pas, sur les territoires en transition, sur les questions de la biodiversité, voilà. Et puis vous avez aussi beaucoup vos régions, vos conseils régionaux ou certaines de vos grosses collectivités qui peuvent aussi avoir des bureaux de représentation à Bruxelles et à qui vous pouvez transférer aussi des fois vos annonces de coopération et qui pourront transmettre ça à leurs homologues. Enfin voilà, il y a plein d'occasions. Et évidemment aussi, un des points forts pour rencontrer des partenaires, c'est évidemment les rencontres. Là, je vous parlais tout à l'heure du projet Green Vinoun qui avait finalement vu le jour à Tours aux rencontres nationales leaders. Les prochaines rencontres nationales leaders, il devrait y en avoir a priori en 2025, plutôt deuxième partie de l'année 2025, devraient être prévues voilà, ces rencontres nationales. Voilà. Et ensuite, sur des exemples de projets de coopération, nous, on avait aussi dans notre contrat de réaliser 8 fiches capitalisation sur 8 projets de coopération. Elles viennent d'être validées, donc elles seront aussi diffusées. Alors, c'est que 8 exemples, hein, vous allez me dire, mais c'est toujours à titre, ça peut être, ça montre des exemples. Et par ailleurs, si tu reviens à la slide d'avant, voilà, là vous avez le panorama des ressources qu'on vous a mis. Donc là, c'est un lien interactif. Alors c'est pas totalement mis à jour, il date quand même encore d'il y a un an, mais ça vous donne plein de ressources à la fois méthodologiques qu'on a essayé de classer. Donc vous avez des ressources méthodologiques générales, vous avez des ressources méthodologiques par étape de projet, et vous avez aussi des exemples et des vidéos. Mais par exemple, on n'a pas les dernières vidéos des 2 ou 3 dernières années de projet, donc c'est alimenté, mais il sera peut-être mis à jour dans l'avenir, ce document. Voilà.